Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, tendance ride. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mordu. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un entrepreneur qui a littéralement construit une partie de l'industrie de la glisse et du tourisme outdoor. J'accueille Xavier Descamps, directeur général de Iron Club. Avec lui, on va remonter aux origines. Les années 80, le boom de la planche à voile, les premiers clubs Nathalie Simon montés à l'autre bout du monde, mais aussi comprendre comment ce marché s'est structuré, transformé et professionnalisé. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on parle ici d'entrepreneuriat dans la glisse et vous allez voir, il y a énormément d'enseignements à tirer de ce parcours. On parle de business model, de spot mythique, de galère d'entrepreneur, de pivot vers le kite puis vers le wing et surtout d'une conviction forte. Dans ce métier, amener le rider ne suffit pas, il faut maîtriser toute l'expérience. Et vous allez aussi entendre un message fort de Xavier. Il y a encore des opportunités dans ce secteur. Donc si vous avez des projets, des envies, n'hésitez pas à le contacter. Vous allez voir, c'est inspirant, concret et ça donne envie de se lancer. Allez, c'est parti. Salut Xavier. Salut. Bienvenue sur Mordu. Merci. Merci d'être venu nous voir. Alors moi, j'aime bien commencer par cette question. Si tu te présentes aujourd'hui, tu dis quoi toi? T'es entrepreneur dans la glisse, dans le tourisme, gérant d'une agence de voyage. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ton petit pitch? Alors globalement, non, je dirais que je suis dans le tourisme spécialisé, oui. En général, je dis pas forcément agent de voyage parce qu'on a été longtemps agent de voyage et que ça. Mais non, on a un business dans le tourisme spécialisé. Ça amène la question derrière. Tourisme spécialisé dans quoi? Voilà, dans quoi? Donc dans l'outdoor, évidemment. Maintenant, plus spécifiquement, et on va en parler sur les water sports, mais longtemps dans l'outdoor en général, le trekking, la plongée, tous les sports un peu de nature. Alors raconte-nous, comment est-ce qu'on devient un peu entrepreneur dans l'outdoor? Tu viens d'où et comment l'outdoor et la glisse sont entrés dans ta vie? Bon, déjà un peu par hasard, on va dire. Bon, c'est l'enfance. Moi, je suis breton. Je suis né à Brest. J'ai vécu toute mon enfance à Perros-Guirec, petite station balnéaire de la côte nord, et avec un papa très marin. Et puis, bon, je suis de la génération des années 65, donc en 78, quand la planche à voile déboule un peu partout en Europe, j'ai 13 ans. Et puis je monte dessus. Ma mère m'offre un stage. Je fais de la planche et là, c'est la révélation. On s'achète une planche à voile et avec les copains, on fait plus que ça. Et on va partir un peu dans ce mouvement. On est des ados, donc on a un peu de temps. Enfin, on fait un peu d'études quand même, mais on a un peu de temps. Et puis on est devant la mer, donc ça nous plaît. On construit des planches à voile puisque les planches à voile au départ sont des gros morceaux de plastique. Et puis on va lire Wind Magazine, regarder Hawaï, voir les Hawaïens couper leurs planches, et on va faire pareil dans le garage. On va construire les nôtres. Ah ouais, au Et début, puis, les gars, ils coupaient le nose. en fait, quand on regarde un peu les images de Neige, hein, évidemment, parce que Robbie va être un peu quand même l'idole. En gros, il a 2 ans de plus que nous à l'époque, donc il gagne déjà en 78 à Cancun le championnat du monde. Il se met sur la tranche avec sa windsurf. Enfin, tout le monde est complètement épaté, alors qu'on fait que du triangle olympique à l'époque, hein. Et à Hawaï, ils ont quand même les vagues et ils ont le surf et ils se disent bon, c'est un peu trop gros cet engin pour aller dedans. Donc ils commencent à couper. Et puis comme il y a beaucoup de shapers, un peu plus tard, ils vont commencer à fabriquer vraiment leurs planches avec des footstraps, et ça va partir comme ça. Et Wind Magazine va publier un plan dans Wind Magazine de Ken Winner qui va dire, en gros, voilà comment on fabrique une planche. Excellent. Donc nous, on part là-dedans, et puis dans le garage, on shape. Et les mamans cousent les footstraps, on essaye de trouver des solutions pour se fabriquer des ailerons. Enfin, bon, bref, on part un peu Ah, ils là-dedans. sont sympas, les parents. Ouais, oui, c'était un peu cool. On a 16-17 ans. Et en fait, je pense que ça va vraiment changer à ce moment-là sans qu'on s'en rende compte. Notre approche, on va se faire embaucher à l'école de voile, parce qu'à l'école de voile, grosso modo, dans ces années 80, il y a des caravelles en bois et des 320 et des optimistes, et les planches sont là, mais personne ne sait s'en servir. Et nous, on n'a pas vraiment un diplôme de moniteur, mais on sait s'en servir. Donc on va passer notre diplôme de voile, on va faire ça, et puis en fait, quand on va avoir 18-20 ans,
et qu'on sait pas trop quoi faire, on va essayer à ce moment-là de faire un peu des études supérieures, on va dire ça comme ça avec les copains. Chacun part un peu dans sa direction, et puis on se dit bon, on va aller quand même passer, allez, on va dire une saison au Club Med. On sait faire de la planche à voile, et en fait, avec mon pote, on monte à Paris et on se fait pas embaucher. On se fait recaler, quoi, la honte. Au Club Med? Ouais, on voulait être géo, nous, géo planche à voile. On se disait c'est 18 ans, c'est ça qu'il faut faire. Et on va rencontrer un autre type qui, lui, veut monter un club de planche à voile en Tunisie, dans un autre club qui est pas le Club Med, et qui va nous dire: «OK les gars», il est breton comme nous, le gars, donc il nous dit: «Écoutez, vous partez, 1er mai, et puis on s'en va, on a 18 ans», et il nous donne les clés, puis il nous dit: «Bon, bah, démerdez-vous, je reviens en septembre». Donc on se retrouve à monter une base de planche à voile avec 20 planches dans un hôtel, et en fait, nous, on n'a jamais quitté notre pays, donc on fait moniteur, hein, bon, on fait les mecs sympas, on donne des cours à tout le Mais monde, tu et les trouves cetera, et comment cetera. tes clients Bah, ils sont dans tunisiens? l'hôtel. Ils sont dans l'hôtel. Voilà, nous, on nous a envoyés pour tenir la base nautique et se démerder tout seul, pour l'été, quoi. Et en fait, ça va démarrer comme ça. Après, on va faire des études à Paris, de marketing et de pub, et cetera, à l'époque, il y a une boîte. Alors, on a un petit peu le côté entrepreneur, on veut faire des trucs à ce moment-là. Là, on est dans les années 84, et il y a un peu un tournant à ce moment-là, c'est le funboard, c'est le côté un peu plus technique de la planche qui commence à arriver. La planche prend un peu cette direction qui va pas dans le grand public, mais qui globalement est assez fun, et tout le monde veut en faire. Voilà, je me souviens donc, 84, c'est l'année où on va vendre, je crois, 1 million de planches à voile dans le monde. Enfin, c'est un truc de fou. Il y a 120 marques au salon nautique. Et nous, à ce moment-là, on rencontre la filiale d'Air France, Jet Tour, qui a des hôtels clubs, les Eldorador, et qui veulent équiper, en fait, tous leurs Eldorador de 2 sports, le tennis et la planche à voile. Mais la planche à voile, ils savent pas comment faire. Donc, on discute, tout ça. Bon, moi, je vais faire une saison pour eux en Grèce, je reviens, et puis à la rentrée, ils nous disent: «Bon, écoutez, vous savez faire, est-ce que vous pourriez vous occuper de tous nos Eldorador, d'embaucher tous les moniteurs, de gérer les bases nautiques, et cetera?» Bon, on dit oui, hein. Enfin, je dis oui parce que j'étais tout seul à ce moment-là, et je dis au directeur de la boîte, il me dit: «Mais vous avez une boîte? Vous avez une société?» Je dis: «Oui, oui, j'ai une société». Puis après le rendez-vous, je file parce qu'il habitait, enfin l'immeuble de Jet Tour était en face des quais de la sur les quais de la Mégisserie à Paris, en face du tribunal de commerce. Donc je vais monter une boîte en sortant du rendez-vous. Pratique. Et voilà comment je suis devenu entrepreneur. J'ai monté une boîte pour remplir mon contrat, en fait. Voilà. Donc ça a démarré comme ça, puis après c'est toute la suite, le tourisme, la passion du tourisme, la passion de faire aussi, des vacances sportives pour les gens, et va naître après toute l'idée de dire: «On va faire des agents spécialisés qui vont organiser ça sur d'autres sports», et cetera, et cetera. Alors ça me fait rire parce que en préparant cet épisode, alors on a échangé avant, mais je suis allé aussi sur ton profil LinkedIn et tout ça, donc j'ai vu que tu avais créé la International Windsurfing School en 1987, IWS. Voilà. Alors ça m'a bien fait rire parce que moi j'ai créé IKS, International Kiteboarding School, en 2006, mais je ne le savais pas. Ça m'a fait trop Ouais. rire. J'ai vu ton nom, je me suis dit c'est fou ce truc, le même nom. Alors Ouais. j'ai pas du tout été original parce que t'es passé 20 ans avec ce nom. C'était quoi le concept derrière Bon, IWS? en fait, notre société, comme c'était, je disais, les Eldorador, on travaillait, en fait, on était prestataire de services, et bon, il fallait bien, trouver un nom pour la boîte, et hem et eux, ils voulaient l'appeler évidemment dans une marque, qui serait la leur, donc ils avaient appelé ça Jet, comme Jet Tour, Jetwind. Et puis, bon, bah, moi, il fallait une raison sociale, donc je savais pas trop, moi, je me suis dit: «Je vais créer des centres de planche, bah, je vais créer des centres internationaux de des schools», donc IWS, et on est parti comme ça. Et on a créé un club à nous, tout seul, juste après, parce qu'un jour, ils m'ont envoyé à Lanzarote, créer un club, pour Jet Tour. Et puis je suis rentré et je leur ai dit: «Là, c'est le seul endroit là où on va pas pouvoir créer en fait une école de planche, parce que le spot est trop radical. Donc les clients classiques d'un club de vacances, c'est pas possible. Mais par contre, on pourrait faire un truc, c'est qu'on va créer une école de funboard». «Ah ouais, d'accord, OK, bon». Puis on part là-dessus, puis bon, ils étaient pas très chauds, donc on a monté en fait, nous, notre école, à ce moment-là, IWS, et hem et on s'est associé avec un petit hôtel, qui s'appelait le Looping. Le gars était
encore plus fou que nous. Lui, il avait construit un petit hôtel qu'il avait appelé le Looping. On l'a géré avec lui. Chaque chambre avait un nom de spot d'Hawaï. Enfin bon, c'était complètement fou. Et ça, c'est 86, 87. Donc là, IWS naît. Et puis on se dit, on va créer un réseau. Et puis on va faire d'autres clubs dans d'autres endroits du monde. Donc, sauf qu'on n'avait pas d'argent. Donc Ah, j'allais te dire. C'était ça la question. Alors du coup, comment t'as fait pour t'as levé des fonds, Non, à l'époque. Bon, alors à l'époque quand même. Bon, c'est vrai que ça va paraître un peu, je veux pas faire le vieux schnock, mais on est en 87. En 87, les banques sont encore nationalisées, hein, je rappelle. Hein. Pour aller à la BNP demander un prêt, faut presque appeler François Mitterrand. Donc, on est encore quand même un petit peu dans, je caricature à peine. Hein. Donc on lève pas des fonds. Soit on a un papa sponsor, soit on trouve évidemment des financiers. Non, à cette époque-là, nous, en fait, on va se rapprocher de quelqu'un que je pourrais remercier aujourd'hui quand même de l'avoir convaincu. C'est un fournisseur fanatique, le patron c'était pas une filiale à l'époque française, Bernard, à qui on va dire, écoute Bernard, voilà, nous on a un super projet, mais sauf qu'on te paiera les planches à la fin de la saison. Ok. Est-ce que tu es d'accord? Parce que c'est ça, globalement, dans un club, on pourra en reparler, mais un centre de planche à voile, ton premier actif et ton premier chèque, c'est quand même tes 20 ou 30 planches à voile avec tes mâts, tes voiles, tes wishbones et tout ça, ça coûte. Et il nous fallait on avait dimensionné le club à 20 planches. On s'était dit, on accueille les gens à Lanzarote, ils viennent, on met ça sur le toit des voitures. On avait fait un deal avec un mec qui avait des voitures de location. On avait fait un petit guide des spots et les gens partaient à l'aventure avec un board bag et trois voiles dedans. Bon, mais là, il nous fallait quand même 200 000 francs. Tu sais quoi, aujourd'hui, c'est 15 000 euros. 200 000 francs. Ouais, c'est ça. Non, je crois que c'est 30 000 euros. Ouais, peut-être 30 000 euros. Mais 30 000 euros, oui, aujourd'hui, c'est déjà un peu d'argent. Mais à l'époque, ça fait pas mal, quoi. Donc, nous, on n'avait rien, parce que, pour la petite histoire, j'avais un capital de 50 000 francs. Et mon Apple m'avait coûté 37 000 francs. Donc, ça avait déjà bouffé la moitié du capital. Et donc, on est parti comme ça, et Bernard nous a fait confiance, puis à la fin de la saison, on lui a fait un chèque et on lui a payé ses planches. Quand en plus t'as revendu, donc. Ouais. Alors on revendait, mais il fallait racheter. Bien sûr. Bon, ça c'est tout le problème un peu du cash flow. Ça, encore autre chose. Donc voilà, on est parti comme ça, puis je sais pas si on a eu de la chance, mais en tout cas ça a marché. Les gens ont acheté ce qu'on leur vendait, c'est-à-dire un billet d'avion, une planche à voile pendant une semaine en location, des barres de toit et une voiture de location. Et... Tu vendais déjà les billets d'avion? Oui, alors moi je m'étais associé avec une agent de voyage que j'avais rencontré, parce que le métier d'agent de voyage, bon, c'est un peu technique, mais il faut une licence, bon là c'est compliqué, là, si tu dois monter une agence pour tester des voyages à Lanzarote. Donc j'avais une copine qui avait une agence à Paris, rue de Bretagne, ça s'invente pas, et donc je dis écoute, si tu veux, on fait une marque ensemble. J'avais appelé ça Fun Traveler, et puis on vendait Lanzarote. Puis l'année suivante, on a vendu d'autres clubs qui étaient pas à nous. Essaouira, par exemple, qui est un copain qui avait monté un club à Essaouira. Et puis on arrive et là on découvre le Cap-Vert. Donc les îles du Cap-Vert. François Guy à l'époque, un gars de chez Tiga, qui a un manager, etc., avait monté un club. Il y avait pas de vol, etc. Il fallait convaincre les autorités de mettre des vols. Enfin bon, bref, on défrichait un petit peu, mais à chaque fois on n'avait pas d'argent. Donc c'était toujours le truc. Fallait trouver des hôteliers qui nous prêtent un terrain, des gouvernements qui nous demandent pas trop d'argent pour importer des planches, des compagnies aériennes qui voulaient bien mettre ça dans les sous de gratos. Enfin, tout était comme ça. Ouais, et puis alors, moi j'ai une petite expérience personnelle là-dessus, c'est que faut trouver l'argent, mais faut trouver aussi les clients, dans le sens où quand tu développes une nouvelle activité, en fait les clients, là t'as commencé chez Eldorado, les gens étaient dans l'hôtel. Oui. Et quand ton truc Fun Travel, oui. ou quand tu lances le Cap-Vert, marketing. T'ouvres le lundi, le mardi, il y a personne, quoi, en fait. Tout à fait. Et comment ça se passe? Comment t'as fait à l'époque pour générer du flux? En France, il y a 3 magazines à cette époque-là. Il y a Planche Mag, il y a Win Magazine et il y a Planche numéro 1. Et ces magazines sont déjà chaque mois publient des reportages, souvent de riders, Raoul Lequertier à l'époque, enfin des noms comme ça qui ont peut-être marqué quelques auditeurs, qui sont déjà des défricheurs de spots, qui partent à Fuerte dans les années 80, qui font des super photos avec tous les grands photographes de l'époque. Mais concrètement,
quand on doit passer à l'étape, moi aussi je veux le faire et j'ai que 15 jours de vacances, grosso modo, il faut des organisations. Et nous, on arrive à ce moment-là, un petit peu dans le truc, et on commence avec d'autres, hein, on n'était pas tout seul, on était un peu les premiers, mais pas tout seul, sur le marché. Et à ce moment-là, comment dire, les magazines, donc par exemple avec Planche Mag, Benoît Tréguy à l'époque, qui est le directeur de Planche Mag, on lui dit, écoute, est-ce que tu pourrais faire une page chaque mois? Ça, on appellerait ça Destination Fun. Nous, on prendrait de la pub à côté, des petits bandeaux de pub, mais toi, tu parlerais de ce monde où il y a un club qui a ouvert, est-ce qu'on cherche des moniteurs, etc. Et ils ont joué le jeu. Et en fait, ils partaient avec nous, on allait découvrir les îles du Cap-Vert, ils faisaient 8 pages, donc tout de suite, ça s'enflammait, les gens réservaient, enfin bon, voilà, on faisait des brochures, et ça, c'est les années 85-90. Donc le marché décolle comme ça, tout le monde a intérêt. Et à l'époque, il y a aussi les cigarettes qui sponsorisent les World Tours, Peter Stuyvesant Travel. Donc Peter Stuyvesant peut pas sponsoriser parce qu'il y a des lois. Il crée Peter Stuyvesant Travel, qui est un peu une marque de voyage, qui fait des voyages, mais surtout qui fait de la pub, beaucoup. Ouais. Et puis Marlboro Travel, quoi. un peu, voilà, Ok. exactement. Mais pour la planche à voile. Et puis eux aussi vont faire du bruit. Et en fait, c'est là que nous, on va découvrir dans l'outdoor qu'il y a un mariage entre la notion d'organiser un voyage et la notion sur place, je parle, et la notion d'organiser un voyage agent de voyage, c'est-à-dire le vol, etc. Parce qu'à l'époque, on ne sait pas où on va. Si tu veux aller au Pérou, tu vas à l'office de tourisme du Pérou, tu lui écris éventuellement, tu fais 3615 Minitel, machin, mais t'as pas tout ça. Donc l'agent de voyage est quand même un outil Une grosse valeur ajoutée, voilà, ouais. et un conseiller avec une grande valeur ajoutée, qu'il a toujours aujourd'hui, mais le client peut être son agent de voyage aujourd'hui. Donc à ce moment-là, tout ce petit monde en fait collabore, et ça fait exploser les voyages en général outdoor. On va dire plongée, trekking et planche à voile. Ça, c'est les trois choses qui marchent. On fait pas des voyages pour aller jouer au tennis, on n'a pas besoin d'un agent de voyage spécialisé. Pour le golf, il y a des terrains de golf dans le monde entier, les golfeurs peuvent se débrouiller. Mais sur ces activités-là, il faut des bateaux de plongée, il faut des guides dans le Népal, et il faut des clubs de planche à voile qui assurent la sécurité au Cap-Vert. Donc ça donne naissance à un écosystème de prestataires de services, etc., etc. C'est dans ce contexte-là que tu crées Sportaway? Alors, à ce moment-là, en fait, au Salon nautique de Paris, dans les années 90, et on commence à être 4-5 voyagistes. Et Nathalie Simon, qui va devenir mon associée à ce moment-là, Nathalie, elle est en train de finir un petit peu, enfin pas de finir, elle est encore sur le World Tour, et son mari, Tanguy, qui travaille pour Decat à l'époque, pour Decathlon, enfin des jeunes directeurs de Decathlon Grand Var, donc il fait de la planche à fond à l'Almanar. Tanguy en a un peu marre, Nathalie, elle est 9 mois par an sur le World Tour, il veut faire un truc un peu, voilà, puis il a le goût de l'entrepreneuriat, et il monte Sportaway, c'est le premier club à Cabaret. Puis on sort du salon nautique, on est des concurrents, hein. Alors la journée était bonne, on se dit bonjour quand même, puis on se dit: «Ah tiens, si on allait dîner ensemble?» Et puis 20 ans après, on était encore ensemble. Excellent. On décide de faire ensemble le bout du chemin en se disant: «On est 2, ça ira plus vite, ça sera plus sympa, on est chacun dans notre coin», et Nathalie va devenir notre ambassadrice à ce moment-là. On va la choisir comme étant un peu l'ambassadrice, et on va appeler les clubs Nathalie Simon, notre réseau de clubs, et Sportaway va être la marque de l'agence de voyage. Ah, et ce qui est fou, c'est que ces clubs Nathalie Simon, enfin, ils ont, tout le monde connaît les clubs de Nathalie Oui. Simon. Enfin, en tout cas, allez, on va dire, il y a plus de 40 ans, enfin, les Oui. clubs Nathalie Simon, tout le monde connaît Ouais. ça, plancheux ou pas, quoi. Oui, oui. Enfin, comment ça se fait que ça a autant pris, ce truc? En fait, il y avait je pense qu'il y a 2 choses qui sont importantes. Il y avait, avec Tanguy, on partageait, on avait l'ambassadrice du moment, hein. Nat est quelqu'un de généreux, facile d'accès, enthousiaste, et cetera. Donc même si elle était sur le World Tour, dès qu'on allait dans les clubs et qu'elle était là, elle naviguait avec les clients, et cetera. Nathalie avait une image assez accessible, et toujours d'ailleurs, hein, aujourd'hui. Et donc ça, pour nous, c'était facile, ça ouvrait des portes. Mais d'un autre côté, avec Tanguy, on travaillait le produit et le commerce au quotidien et l'entreprise. Et nous, en fait, en face de nous, on avait que des agents de voyage qui sous-traitaient à des clubs de planche à voile dans le monde entier, mais il n'y avait pas de Français vraiment qui avaient monté des clubs de planche à voile, un réseau.
Les seuls dingos, c'était nous, on en avait 12. Enfin, Il y avait des Allemands, j'imagine. et il y avait Club Mistral en face. Mais Club Mistral, à l'époque, on va en reparler après, parce que je, je dirige cette marque maintenant, qui s'appelle Ion. Mais en fait, à l'époque, c'est allemand, c'est monté par la marque de planche à voile, et c'est dirigé par mon associé actuel, Yola, qui est une Hollandaise. Et en fait, nous, notre argument massu, c'est, on est quand même dans les années 90, hein, il y a des frontières, il y a pas l'euro, je veux dire, soit tu payes en Deutsche Mark d'un côté, tu parles allemand, donc nous, c'était les teutons, hein, j'embrasse mes amis allemands. Yeah. Mais en gros, c'était l'argument, quoi. Venez chez nous, nous, on est des Frenchies, on a les clubs, les moniteurs parlent votre langue, on vous enseignera jamais en allemand. Enfin, c'était le combat, comme ça. Et donc, c'est ce marketing qui a marché. Et Tanguy, lui, s'occupait un peu plus des RH et des moniteurs, le machin, l'ambiance. Donc, les gens rentraient de là. C'était complètement dingue. Ils achetaient tout de suite le voyage suivant. Enfin, il y avait une espèce d'ambiance, je vais pas dire à la Club Med mais un peu quand même. C'est-à-dire, c'était la fête tout le temps, on se marrait et on était là pour faire de la planche. Sous la marque Club Nathalie Simon, Ouais. c'est quoi le pic d'activité, chiffre d'affaires, clients, nombre de clubs? Ouais, allez, alors, le pic, c'est les années 92, entre 92 et 95. Là, on a le plus de clubs, on en a 12. On a ouvert Margarita au Venezuela, on a découvert le Cap-Vert, on a découvert Rodrigue à côté de l'île Maurice, on a monté la Crète, la Turquie, l'Égypte, enfin, bon, grosso modo, tous les gros spots d'aujourd'hui, hein, Essaouira non, parce que ça, c'est notre ami toulousain Michel qui va le monter, mais Lanzarote, etc. Et en face de nous, on a Fuerteventura, René Egli, enfin, les Allemands qui vont sur des spots sans vagues. Les Français sont très vagues. On va se retrouver à Margarita, tous ensemble, sur la même plage. On est 7-8 clubs. Il y a 6 Allemands et un Français, quoi. C'est nous. Et en fait, ça, c'est le pic d'activité. Alors, globalement, ça fait voyager. À l'époque, on fait 20 millions de francs. C'est-à-dire 3 millions d'euros de chiffre d'affaires avec Sportaway. Ce qui est déjà, je veux dire, on est parti de rien. Bon, on a l'agence de voyage, on fait ça, et puis on a les clubs à côté. Mais les clubs nous coûtent très très cher. C'est-à-dire qu'en fait, notre agence est assez rentable, mais les clubs, faut changer le matériel chaque année, faut envoyer des moniteurs dans le monde entier. Bon, on n'est pas super bon gestionnaire à ce moment-là quand même. Nous, on est très marketeux à ce moment-là, donc. Un peu fête et planche aussi, du coup? Ouais, mais Non, vous faites ça aussi pour vous amuser? bien sûr, mais on a conscience quand même. Ouais. Quand t'as 12 clubs, ça veut dire. Ah, donc t'arrives pas, là, sur ton truc, c'est que 12 clubs, c'est-à-dire, il y en a qui perdent d'argent, Ouais. d'autres qui gagnent Ouais. un peu, mais en gros, tu gagnes pas Ouais, parce d'argent avec que les clubs. on en a 12, donc là, je vais dire, on est en 94-95, hein. L'agence de voyage avec ses 3 millions d'euros fait sa marge, gagne de l'argent, etc. Et puis les clubs, c'est une autre filiale qu'on a créée pour séparer les deux activités. Mais à chaque fois que tu as un club, tu as une société locale. Chaque fois que tu as une société locale, en fait, tu as un petit business. Tu as un business de 200-300 000 euros. On en reparlera après, mais globalement, à ce moment-là, il faut que tu sois un chef d'entreprise dans chaque pays, avec ses règles, bon. Et en fait, ça te coûte vite cher. Et puis surtout, à l'époque, on n'a pas encore tous les outils d'aujourd'hui. On est Excel, mais version papier-crayon, avec des monnaies partout différentes, beaucoup de cash à gérer, et il faut le ramener. C'est compliqué de le ramener. Donc, quand tu dois acheter, je sais pas, des centaines de milliers d'euros de planche à voile à notre ami Bernard de Fanatic, parce qu'on est toujours chez Fanatic, un peu Nel Pride, tout ça, il faut faire son chèque quand même en octobre après la saison. Alors, ça, c'est toujours bien. Ils sont toujours d'accord de nous laisser payer à peu près à la fin de la saison. Bon, ils vont remonter tout doucement jusqu'à la milieu de la saison à la fin parce qu'ils ont peur de nous quand même, qu'on leur paye pas le matériel. Mais les fabricants quand même ont été aidants pour ça. Ils voulaient pas faire ce métier-là, mais ils ont pas été non plus trop compliqués. Bon, oui, on gagne pas tellement d'argent avec les clubs et puis on commence à en perdre en fait parce que je pense qu'on est un peu trop généreux avec les clients. On n'est pas très cher au final. Tu pars à Venezuela et pour 1000 francs, c'est-à-dire 150 euros d'aujourd'hui, tu peux faire une semaine de planche à voile alors que nous, on l'a importé là-bas, payé les douanes, on paye toute l'infrastructure autour. Bon, quelque part, ça vaut 2 fois ce prix-là. D'ailleurs, aujourd'hui,
ça vaut toujours pas cher au final. Le client trouve toujours que c'est cher, mais faire une semaine de kite aujourd'hui, je sais pas, au Cap-Vert avec tous les soucis logistiques pour avoir le matériel de l'année, etc., et payer aujourd'hui à peu près 300 €. Bon, quand tu vois combien ça coûte de le mettre sur Ryanair ou dans les soutes, bon, tu te dis le matériel. Mais en tout cas, il faut du volume. Ça m'intéresse que tu me racontes sur les Pour sur aller les dans deux sur les l'économie. devises parce que je te dis, je vais faire 2-3 parallèles lors Ouais. de cet épisode puisque j'ai fait moi le tout début de ton histoire et je me suis arrêté très vite. Mais nous, un des sujets qu'on avait quand on était au Mexique, en Grèce pour IKS, c'est trop drôle, c'est que nous on voulait aussi monter une franchise d'école internationale de Bien sûr. kite, grand public. On appelait ça IKS, on se dit c'était mieux que Extreme Kiteboarding. On s'était Ouais. dit le kite, ça va être un peu comme le ski, quoi. Tout le monde va pouvoir en faire et tout ça. Mais on s'est aperçu au Mexique, en Grèce, qu'il y avait beaucoup d'argent au black dans ces business de plage, Ouais. quoi. Enfin, Ouais. nous, on était avec un partenaire en Grèce. Ouais. On peut dire que Oui. les impôts, il en payait pas trop. Oui. Cancun, Mexique, bon, on peut imaginer. Et nous, très vite, on s'est dit, mais waouh! En fait, laisser un gars sur place gérer la caisse, en fait, on va revenir à la fin de la saison, il va nous dire ah, pas de clients les gars, quoi. Enfin, on va rien Ouais. voir. Et puis même pour s'associer avec des locaux, on a eu le truc avec notre partenaire grec. À la fin de la saison, on avait un partenaire grec. Lui, il avait déjà son école. L'idée c'était qu'on s'associe et tout ça. On s'est dit, le gars, on va lui filer 20 000, 30 000, 50 000 €. Puis il va m'envoyer un mail dans 3 mois en me disant qu'il y a une fermeture administrative et que c'est pas de bol, quoi. Tout à fait. On a vécu des choses comme ça. Et Ouais. bon, 20 ans plus tard, je suis toujours en contact avec lui. Il est adorable et j'aurais pu taper dans la main, pas de problème, mais pas simple. Et c'est une des raisons pour lesquelles on s'est dit, mais processer un business comme ça, nous, Ouais. nous, on s'était dit, ça va nous prendre 3 ans d'ouvrir 4 écoles et pouvoir commencer à placer des personnes. Ouais. Mais très vite, on s'est dit, ça va nous prendre au moins 5 ans, 6 ans d'avoir, Ouais. de créer de la confiance, des trucs comme ça. Comment t'as fait, toi? En fait, donc à ce moment-là, on n'apprend pas tellement des victoires, hein, on apprend plus des échecs. Enfin, ça, tous les entrepreneurs le disent, et c'est là que c'était important de l'analyser. Mais aïe! Les amis, je fais une petite pause dans l'épisode pour remercier les copains et partenaires qui soutiennent Mordu. Un grand merci à l'Atelier du Ride pour leur soutien sur cet épisode. L'Atelier du Ride, c'est clairement une référence pour la réparation du matériel de glisse. Ailes, boards et aussi les foils. Perso, ça fait quelques temps que je leur confie toutes mes répas, prise en charge au top, bons conseils, réparation propre et efficace à des prix vraiment corrects. Ils proposent aussi kits et accessoires de réparation pour le kite et le wing. Boudin, ligne, kit de répa, pratique quand on veut bricoler ou dépanner soi-même. Et si vous n'êtes pas sur Paris, pas de souci. L'atelier réalise aussi des réparations à distance avec du matériel envoyé de partout. N'hésitez pas à venir de ma part ou pas. Dans tous les cas, vous serez bien reçus. Toutes les infos sur atelierduride.com. Tout marchait super bien. On était à fond, et dans ce moment-là, on s'est dit en 94-95, hein, on s'est dit oula, attention. En fait, globalement, on fait beaucoup de clients, tout se passe bien, mais les clubs nous coûtent cher, et si on les gère pas bien, c'est tout qui va disparaître. Donc, on a décidé de changer le management à ce moment-là de nos clubs, et on a associé tous les jeunes, on va dire directeurs de clubs qui étaient partis avec nous plus tôt, en se disant ça peut marcher que si ils ont eux aussi des billes, et ils auront un comportement quelque part plus entrepreneurial, et on sera plus alignés au final. Et donc c'est pas qu'ils faisaient pas attention, mais je veux dire, c'est naturel et c'est humain, et moi c'est pas du tout une critique négative, c'est plus un changement chez nous de stratégie, de se dire à ce moment-là avec Tanguy, on va entre guillemets partager, parce que Parce que les risques dans des clubs parce- comme ça, c'est que t'as les mecs, t'en as qui tapent dans la caisse parce que c'est oui, beaucoup puis de cash. c'est pas ton argent, Tu fais pas donc, gaffe au matos. c'est pas ton argent. Ok, la voile qui est pétée, bon, on s'en fout, on Ouais. envoie la réparation. Et puis bon, il y a un mec qui a besoin d'un harnais ou même d'un truc, bon, on facture pas tout, et puis on laisse Ouais. aller, quoi. On avait une super relation avec tous nos center managers, et d'ailleurs c'est eux ils ont été assez contents. Bon, tous les clubs n'avaient pas la même quelque part réussite, etc. Mais enfin, l'idée c'était donc de dire ok, on peut pas rester à 100% comme ça, tout contrôler depuis Paris. Enfin, on était à Malakoff dans un surf shop à l'époque, et on s'est dit bon, non, ça va pas marcher comme ça. En fait, l'entreprise est pas bien construite dès le départ. Donc cette société qui était la filiale de notre agence de voyage, on l'a toutes les sociétés locales, on les a partagées avec nous, et ça a mieux marché.
Ça a généré beaucoup moins de stress, beaucoup moins de risques parce que en face, on avait des associés qui faisaient attention et qui avaient grandi avec nous et qui étaient aussi contents quelque part de capitaliser. Donc en fait, ce réseau a commencé à s'entraider aussi sur un point de vue entrepreneurial et pas simplement un réseau de marques et de produits où tout le monde refait quelque part chaque année, puisqu'on faisait toujours un séminaire chaque année. Chaque année, on se voyait. C'est des sociétés assez particulières parce que tu te vois qu'une fois par an tous ensemble. Normalement, tu te vois toute l'année, tout le temps, plus ou moins. Et là, c'est différent. Donc, on faisait ce séminaire qui était important, que fait mon associé aussi chez Club Mistral en face. Et en fait, dans ces moments-là, on réinvente du marketing, mais on parle aussi un petit peu bonne pratique. Et notamment bonne pratique financière, etc., pour essayer de quelque part de survivre. Alors, pour revenir juste à ce que tu disais avant, en fait, le paradoxe de ce métier, c'est que tu es la raison pour laquelle le client vient sur le spot, et celui qui gagne de l'argent, c'est celui qui le nourrit et qui le loge. Bon, et là, on a mis aussi un peu de temps. On aurait dû faire une belle école de commerce avant, au lieu d'aller direct sur les écoles je vais de te dire, commerce. je l'ai faite l'école de commerce, moi, et j'ai mis 2 ans à comprendre ça aussi. Non, mais je dis ça parce que, un peu en rigolant, parce que j'aime bien le côté autodidacte aussi. Bon. Mais le truc, c'est qu'en fait, on s'est dit à ce moment-là, non, en fait, il faudrait qu'on ait des hôtels. Ah, non, en fait, quand le gars il est venu, il faut que tu arrives à ce que le cash qu'il dépense, il soit pour toi, quoi. Voilà. Donc on va le faire, mais on va le faire avec là on est qu'en 95, le kite va arriver, il va falloir basculer dans le kite. Enfin, il y a aussi cette période où la planche se meurt. Ça, c'est dès 95, parce que 95, c'est pas encore le kitesurf. Non, on est en 98, on va faire le premier séminaire sur l'étang de Thau avec une société qui existe toujours, Fielder. Tout à fait. Et notre objectif à ce moment-là, je sais pas si les patrons de Fielder s'en souviennent encore, nous, notre objectif, le brief, c'est on va vous amener les 10 center managers de Club Nathalie Simon. Et l'objectif, c'est comme on veut développer le kite dans les clubs Nathalie Simon, mais qu'on a peur, parce qu'on est des planchistes, nous, hein, on a un peu peur de ce truc qui tue des gens quand même à cette époque-là. Hein, il faudrait les sensibiliser. Alors, d'un côté, leur faire aimer le kite, mais de l'autre côté, en futurs professionnels qui vont gérer des moniteurs de kite, eux ne sont pas kiteurs. Donc, on fait ce truc-là, puis on arrive, étang de Thau, tramontane, la pluie, 40 nœuds. Donc là, évidemment, la sensibilisation au risque, elle a été totalement réussie, mais le goût du kite n'a pas du tout passé. Tout le monde s'est revolé. Enfin bon, c'était un peu horrible. Mais on s'est bien marré. Et comme on est un peu positif, on a introduit le kite dans les clubs Nathalie Simon progressivement. Les clubs Nathalie Simon, donc, n'existent plus. C'est quoi Alors ça, le chiffre? c'est bien plus tard. C'est 2005-2006. On a déjà monté d'autres activités, mais j'y reviendrai si tu veux, mais Non, bah, pourquoi on fait le shift? t'as monté. Ah, vas-y. Mais pourquoi on fait le shift en 2005? Parce que la société continue. On fait d'autres choses à côté avec Tanguy, mais la société continue. Et en 2005, en fait, il se passe un truc, c'est que, même un peu plus tard, je crois que c'est 2006 ou 7, peut-être 6. En fait, notre concurrent principal à ce moment-là, c'est Fun and Fly. Sportaway a un concurrent sur le marché français et on se bagarre et on grandit ensemble en fait. Mais Michel Sautreau, le fondateur de Fun Fly à cette époque-là, est un bon copain. On a failli s'associer tous les trois. Finalement, on s'associe à 2 contre 1. Et puis Michel, il est un peu plus âgé que nous, il a la niaque. Et lui, en 95, comme il en a ras-le-bol d'entendre sans arrêt Club Nathalie Simon partout, il va voir Yola, mon associé d'aujourd'hui, Club Mistral, et il dit en gros aux Allemands, moi, je mets des moniteurs français chez Club Mistral, je francise tout ça, je deviens dealer officiel sur le marché et on va combattre Club Nathalie Simon. Et il fait un bon boulot. Il nous fait bien du mal quand même, parce qu'il arrive quand même, alors ça prend du temps de convertir des clubs allemands partout en clubs un peu acceptant les Français et que pour les Français se sentent bien. Mais globalement, c'est une marque forte, Mistral, c'est des bons produits, les spots sont très très bons, les clubs sont hyper bien gérés, à l'allemande certes, mais bon, nous on est un petit peu plus latin, donc il y a des trucs qui sont moins... Et Michel va faire un super truc, donc et Fun and Fly va se développer comme ça avec les 17 clubs Mistral sur la planète, etc., etc. Mais en 2006, il est un petit peu plus vieux que nous et il s'en va à la retraite. Et nous, on se dit, il faut pas qu'il y ait un dingo qui achète Fun and Fly et qui vienne nous remettre ça encore sur le tapis pour les prochaines années, donc on va acheter Fun and Fly. Et on achète Fun and Fly.
Et Laetitia, donc, qui est sa numéro 2, va devenir avec nous son associée. Et là, on va gérer 2 marques, donc totalement leader, on a 80% du marché, hein. Mais on va rester tel qu'on est, on va pas bouger. On va dire chacun continue son histoire, etc. Mais il faut se remettre aussi dans le jeu de 2006. Google commence à être là, Facebook. Internet arrive. Bon, les agents de voyage commencent à être dans un moment où on est bien secoué. Est-ce que quelque part on va être désintermédié totalement ou pas? Nous, on est quand même dans ce stress un peu global. Booking est pas encore tout à fait là, mais il y a déjà Hotel.com. Enfin, il y a des trucs qui commencent à nous dire que la croissance est peut-être un peu terminée. Pas la croissance du voyage et du marché, mais la croissance de ce qu'on est nous dans ce. Ouais, sachant que du coup, tu gagnais surtout de l'argent avec la partie agence de voyage, qui était vraiment la partie voilà. menacée par l'émergence de la désintermédiation, plus avoir besoin d'un agent de voyage pour voyager. Et nous, avec Tanguy, on se dit à ce moment-là, bon, on a d'autres activités à côté, on se dit, bon, est-ce qu'on continue quand même comme ça? Bon, et on va voir les clubs Mistral, que maintenant on est son distributeur officiel et le plus gros en plus, parce que du coup on est devenu le plus gros distributeur avec Fun and Fly des clubs Mistral. Et on est toujours Sportaway. Bon, on va voir Club Mistral et on leur dit, bon, écoutez, nous, Club Nathalie Simon, bon, voilà, de toute façon, faut faire une marque internationale. Et eux, il y a un autre truc qui existe. Bon, ça devient compliqué tout ce que je dis, mais Fanatic Border Center, c'est un autre réseau qui a été monté par la marque Fanatic, qui est juste une réunion d'indépendants. Et on dit, bah nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter. Nathalie est plus trop non plus l'image. On commence un petit peu aussi à se dire que le kite a pris tellement, que la planche se casse tellement la figure que, bon, bah globalement, il faut remettre du kite dans tout ça, etc. Et bon, bref, on fusionne un peu notre réseau, notre marque réseau avec les Fanatic Border Center, et puis on laisse un peu ça partir comme ça. Et après, on va fusionner Fun and Fly plus tard avec Sportaway. Bon. Tout ça, ça va être un peu la continuation. Et pourquoi? Parce que le marché baisse et l'agent de voyage globalement est beaucoup moins fort que dans les années 90. Les clubs restent actifs dans le monde, il y en a toujours. Enfin, sauf qu'il y a plus beaucoup de monde qui monte des clubs de planche. Tout le monde est parti dans le kite à fond. Il y a plus que ça sur la planète. Et les vieux planchistes comme nous, avec Yola, avec d'autres, on continue à maintenir un petit peu la planche à voile, mais on voit bien que globalement, on commence à vivre du kite. Les 50-50 de chiffre d'affaires sont déjà dépassés mi-2005 en kite windsurf. Donc, bon, il est temps de devenir vraiment des kiteurs. Alors attends, on va attaquer ce chapitre post 2006, mais oui, ça, j'ai sauté sur la convergence et la fin des clubs Nathalie Simon, mais je m'étais aussi noté, il y a un truc assez intéressant, tu as aussi monté, et tu l'as dit tout à l'heure, hein, que tu avais monté une agence autour de la plongée. Oui. Et ça m'intéresserait que tu me dises, c'est quoi en fait, ça me paraît à la fois très différent la plongée, très similaire quand tu l'expliques, c'est quoi le fait de faire les deux, et en même temps, c'était quoi les grandes différences marquantes? Alors en fait, il y a un truc qui se passe, donc on parlait des clubs de planche, donc ça c'est la filiale qui gère les clubs, et puis il y a le tour operating. En fait, l'agence de voyage. Alors quand je dis tour operating, c'est que dans ce métier, il y a deux choses, il y a le distributeur et le fabricant du voyage, celui qui assemble, mais dans nos métiers à nous, on est agent de voyage fabricant. Hein, si on raisonne un peu dans le passé, il y a l'agence de voyage traditionnelle qui va vendre un produit qui est fabriqué par le tour opérateur. Bon, bref. Donc nous, on fait les deux. Donc dans ce tour operating, on se prend quand même un peu du jeu entrepreneurial du tour operating, et on se dit, Sportaway fait des vacances glisse. Pourquoi Sportaway ferait pas Sportaway plongée? Pourquoi Sportaway ferait pas Sportaway nature? C'est la grande vague de Ushuaïa Nature. Il y a des agences de trekking déjà célèbres, hein, Terre d'Aventure, Club Aventure, Alibert, etc. Et eux, ils ont démarré c'est les routards des années 60 qui ont monté ces boîtes, et des boîtes qui sont beaucoup plus grosses que nous. C'est des marchés plus gros. Mais il y a que 3 marchés. Il y a le marché du golf, mais il est un petit peu particulier. Il y a un peu le marché de la location de bateaux, mais il appartient aux loueurs de bateaux. Donc on se dit, il y a 3 marchés qui collent avec l'agence de voyage. Sportaway, on peut faire Sportaway plongée, pourquoi pas, pas plus con que les autres. Faisons ça et appliquons le modèle qu'on a découvert en fait en devenant distributeur de nos propres clubs. Et donc on fait un peu ça, ce business plan. On se dit, on va ouvrir ça en 98. Et puis là, on se dit, bon, quand même, on n'est pas connu. Repartir à zéro, il y a déjà des marques.
Donc attaquer Terre d'Ave, qui fait à l'époque en francs, je sais pas, 50 millions de francs ou 100 millions de francs. Nous, on est tout petit, Sportaway, on va dire, Sportaway Trekking, qui on va ramener, etc. Et puis, bon là, il se passe toujours des choses dans la vie. Moi, je rencontre quelqu'un dans un avion, qu'on part ensemble au Venezuela. Lui, il est trekker. Moi, je vais voir mon club de planche à Margarita. Et puis, on sympathise. Et lui, il a la marque Club Aventure. Et on va s'associer, en fait, en rentrant de ce voyage. Et on va créer une holding qui s'appelle Tourisport. On apporte nos parts dans cette holding Tourisport. Et Tourisport va être, en fait, là, au départ, on veut faire Sportaway Trekking, Sportaway machin, etc. Mais en fait, on va pas faire ça. On va garder des marques par silo de clients qui sont déjà des marques fortes. Donc, on va racheter Subexplore pour la plongée et on va faire des marques de tour opérateurs comme ça. Et nous voilà partis. Alors Tourisport, c'est pas une marque connue du grand public, mais c'est un peu la marque projet de l'entreprise et qui va concentrer aussi des services communs à ces marques. Donc il y a les vendeurs, les chefs de produits, etc. Puis au-dessus, il y a le transport aérien en commun, l'informatique en commun, des choses en commun. Parce que en fait, pour être un peu fort dans ce métier du tour operating, il faut avoir accès aux billets d'avion. Et il faut avoir accès aux compagnies aériennes. Et pour avoir accès aux compagnies aériennes, globalement, personne vous ouvre la porte dans les compagnies aériennes. Si vous n'avez pas 30, 40 000 passagers à placer, c'est pas la peine. On reste quelqu'un qui va acheter son billet à un copain qui a lui des accords, etc. Donc on perd de la marge, etc., etc. Et l'informatique, c'est pareil. On n'a pas les moyens d'avoir une informatique, des sites web, etc. Donc il faut des moyens. Et ces moyens-là, on peut les avoir qu'avec le volume. Donc, que ce soit un trekker, un plongeur, etc., il faut qu'il aille en mer Rouge, il faut qu'il achète Air France, il faut qu'il aille sur un charter, et il a besoin et tout client a besoin d'un transfert à l'arrivée, etc., etc. On a besoin d'un comptable qui sache envoyer l'argent partout. Enfin, ce back-office, quelque part, va être géré par Tourisport, et les marques vont continuer. Et au final, c'est le même business, du plongeur, du trekker, du windsurfer. Oui. Globalement, c'est toujours pareil. Il y a un marketing de la marque, hein, et puis il y a des chefs de produits qui doivent être des passionnés. C'est-à-dire, avec la marque Club Aventure, on fait une fois par décennie l'Everest à l'époque. Bon, aujourd'hui, c'est ridicule l'Everest parce qu'il y a 2000 personnes qui sont... Bon, ça, c'est le problème du surtourisme. Mais à l'époque, on fait... des clients achètent 3 semaines au Népal, 3 semaines au Pérou, à 5000 mètres, qui sont des trekking faciles, hein, mais il faut des vrais passionnés. Et tu fais aussi de la randonnée à Madère, des choses plus simples, d'une semaine en Croatie, etc., etc. Bon, bah là, tu as des chefs de produits qui ont la même passion. Je veux dire, c'est un des départements du vieux campeur, quoi. C'est les mêmes, ces chefs produits. C'est des gens qui lisent Tesson toute la journée, comme nous, on lit Wind Magazine. Enfin, il y a Trek Magazine, il y a Plongée Magazine, il y a Plongée numéro 1, il y a etc., etc., Apnea Magazine. En fait, on est structuré exactement de la même façon, et donc les voyages sont structurés de la même façon. Et au lieu d'avoir des clubs de planche à voile, t'as des clubs de plongée, et au lieu d'avoir des clubs de plongée, bah t'as ce qu'on appelle des réceptifs de trekking avec tentes, machin, réchaud, les Sherpas, etc., les équipes, le guide, et donc ça c'est le club de planche à voile du trekking. Ouais. Et donc on va monter ça partout. On va créer des réceptifs au Népal avec des Népalais. Enfin, on va appliquer le modèle qu'on a fait en planche à voile. Donc, le tour opérateur et sur place, toutes les entreprises locales qui accueillent les clients. Et c'est toi qui te fais tout le boulot de repérage Bon, on a des chefs de produits, hein, là. Ça doit être dur de voyager, d'aller à Rodrigue, d'ouvrir des spots. En fait, le paradoxe, c'est qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ouais, je sais, c'est pour happé ça que je par dis une ça. entreprise qui est devenue grosse à ce moment-là, avec des T'as combien enjeux. d'employés? Tourisport en 2009, quand on arrête en 2009, on est 110. Donc bon, il faut nourrir tout le monde en France. Et on est sur la planète avec tout le reste des filiales, etc. Bon, qui sont des filiales locales. On peut avoir en pleine saison 200-300 personnes qui travaillent en plus. Donc ça devient un vrai boulot de chef d'entreprise. Enfin, tout ça s'est fait en 25 ans, hein, mais donc on a eu le temps d'apprendre donc oui, on voyage. Nous, on aime ça profondément.
On va aimer le trekking, on va aimer la plongée, alors pas aussi fort que la planche, hein. Ça, tu peux pas enlever un ADN ou une passion. Et donc, l'entreprise va se développer comme ça, et sur un modèle qui à ce moment-là est un modèle qui va donc se faire chahuter. Ça, on arrive à ça en Ouais, donc tu dis, 2005. ok, et non, là, tu disais donc Touristimo 2006-2009, au pic, 2009, ça s'arrête, c'est ça? En 2009, en fait, on fait 55 millions de chiffre d'affaires. En euros, là? Ouais, Ah, donc en c'est euros. sérieux, là. On a 120 salariés. 55 millions Ouais. avec 120 salariés? Ouais. Et tu vous margez combien à peu près à cette époque-là? Un tour opérateur, c'est une marge globalement entre son chiffre d'affaires et ce qu'il paye à tous ses prestataires de, on va dire, 20% pour simplifier, hein. Il y en a Ouais. qui margent à 25 et il y en a qui margent à 15, hein. Bon, ça dépend. Mais grosso modo, tu vis avec 10 millions et tu dois payer tes salariés, ton marketing, tes bureaux, etc., etc. Et après, il y a une deuxième économie qui est l'économie justement des prestataires de services, hein, puisque dans les 50 millions moins les 20%, il reste 40 millions qui vont à la compagnie aérienne, à la nourriture, au logement et à la prestation de services techniques, quelque part, qu'elle soit une planche à voile ou qu'elle soit autre chose. Et c'est ça qu'on maîtrise, nous. On veut toujours maîtriser le guide, le moniteur, etc. Oui, donc dans les 40%, il y a une partie, dans les 40 millions, il y a une partie vraie qui reviennent chez toi. qu'on regère, mais Ouais. par des sociétés. Enfin, c'est les étages, hein. Et là, tu arrives à gagner de l'argent à cette époque-là, de Et nouveau? là, on gagne de l'argent. Alors, ça dépend un petit peu, mais oui, on gagne de l'argent quand même à ce moment-là. Parce que voilà, vous avez réussi à resserrer le truc. Et parce qu'il y a des activités qui sont plus rémunératrices que d'autres. Le trekking, par exemple, c'est beaucoup moins d'actifs. C'est beaucoup plus. Tu vas acheter des carottes, des petits pois, des machins si tu fais le groupe, mais t'as pas besoin d'avoir mis 200 000 euros de planche à voile au Cap-Vert en espérant que les clients vont venir cette saison. Les gens, ils arrivent avec leurs chaussures et c'est parti. En plongée, c'est très très capitalistique. T'as des bateaux, ça coûte assez cher. Faut les entretenir. Faut les entretenir. Si t'as un printemps arabe, t'as quand même les bateaux au quai. T'as des moteurs, voilà. Et un bateau de plongée, c'est entre 1 et 2 millions pour aller faire des croisières, hein. Pas le bateau du délice qu'on appelle où tu prends 30 plongeurs, tu vas en mer et tu reviens le soir. Là, quand tu dors sur le bateau, c'est 50% du business, hein, ça, les croisières plongées, Maldives, etc., etc. Donc, on va quand même partir dans ce délire d'acheter et de faire fabriquer les bateaux. Pourquoi t'achètes des bateaux? Parce que c'est très rentable. C'est là que on devient l'hôtelier. On est t'es le bateau. Et pourquoi mais t'aurais pu les louer quand même. On les louait, mais c'est le propriétaire qui s'enrichit une fois de plus. Donc t'as commencé par louer et puis t'en as acheté. Et après on a commencé à acheter. Mais tu le sors d'où tout le financement, parce que ça commence à faire. Le tour opérateur. Tour opérateur, lui. Peut emprunter auprès des banques. Non, mais le tour opérateur. Suffisamment rentable, ouais. Tour opérateur, il est rentable, donc nous on n'a jamais pris les bénéfices, hein, dans l'entreprise, on les a toujours laissés pour l'année suivante, etc., pour continuer, etc. Donc pour investir en fait, pour acheter des marques, pour faire des trucs. Donc si on achète un fun and fly, soit t'as les fonds propres, soit tu t'empruntes, ça c'est pas un problème. Enfin pas un problème, faut convaincre ses banquiers. Mais dans le tour operating, tu as, surtout quand tu vas en direct, tu as une partie de l'argent de tes clients en avance. Alors évidemment, t'es pas là pour le dépenser et jouer avec, mais ça te donne quand même beaucoup plus de, entre guillemets, de facilité je prends un exemple tout bête. Si t'arrives à faire, t'as Jacques Maillot de Nouvelles Frontières. Ça, c'est je prends cet exemple-là parce que je me souviens d'une phrase, hein, je vais pas trahir un secret, c'était pas mon ami personnel. Jacques Maillot, il disait, quand il a monté Nouvelles Frontières et il affrétait des avions, il disait, moi quand je peux en remplir 3, faut que j'en achète un. C'est comme ça qu'il achètera Corsair et qu'il développera. C'est-à-dire, à un moment donné, un tour opérateur a du volume, il a tellement de volume que il peut se dire qu'une partie de ce volume, il va le sécuriser en faisant un hôtel, en trouvant un prestataire qui va s'associer avec lui sur un hôtel, etc., etc. On n'est pas toujours le possédant de l'actif à 100%. Mais quand tu as le client, globalement, tu peux commencer, et surtout, tu commences à avoir un problème quand tu as du volume, c'est qu'il faut que tu sécurises ton volume de l'année suivante. Donc, comment tu fais pour sécuriser ton volume avec ton prestataire qui peut aller travailler qu'un autre demain matin? Il y a un moment donné, en fait, cette sécurité, tu vas commencer à te la bâtir en ayant tes propres produits.
Donc ça va aller jusqu'à acheter des bateaux, et bon, on est allé un peu, au plus loin qu'on pouvait, hein, des chiens de traîneau, non, c'est vrai, on a acheté un hôtel en Finlande, enfin des trucs, on Et va aller loin. vous avez dû prendre des bouillons dans des endroits, Oui, non? non mais alors ça, oui, on a pris, non mais c'est aussi ça l'entreprise, avec Tanguy, on a quand même eu des moments où on se disait: «Bon, bah, là, c'est la faillite», hein, parce que forcément alors les plus gros, je veux dire C'est quoi la plus grosse connerie que vous ayez fait? alors il y a conneries, il y a stress. Les stress pour faire court, et puis on n'en reparlera plus, mais c'est ce que tu ne maîtrises pas, attentat de Luxor, septembre 2001, l'Iran en ce moment, le volcan islandais, enfin tout ce qui vient contrarier ton business, alors que globalement tu es responsable de tout quand tu es agent de voyage. Donc ça c'est juste ça te coûte. Donc faut réussir à passer à travers le Covid, et cetera, et cetera. Ouais, puis moi je me dis ça coûte, financièrement, mais je pense moi je me dis ça coûte aussi humainement. Moi je sais que c'est un métier, j'aurais du mal parce que, faut gérer, voilà, tous les gens, qui appellent, qui sont Oui. pas Ah oui, oui. contents, Oui. enfin c'est du stress quoi, Oui, c'est du enfin. stress Après je sais pas si toi ça te stresse, mais, ah bah, bah bah, si, toi tu as le truc financier en plus donc, non mais bon, encore une fois, c'est clair que c'est un métier pour ça stressant. Dans ces situations-là, en même temps, tout le monde, enfin tous les gens que je connais dans le tourisme, aujourd'hui, et la crise qui y a en ce moment avec l'Iran, et puis le moment où tous les passagers étaient bloqués. Bon, moi j'ai plein de copains qui ont des boîtes, qui ont ramené, des gens, comme, la Exotisme à Marseille, qui a ramené un avion entier des Maldives. Enfin, bon, je veux dire, le gars, il réfléchit pas, c'est un patron, il a l'habitude, il travaille là-dedans, ça va lui coûter de l'argent, mais ça fait partie du jeu. Bon, là, tu perds tous tes bénéfices de l'année, puis t'espères qu'il y aura pas des coups durs toutes les 5 minutes. Bon, il se trouve que dans le tourisme, il y en a quand même de plus en plus, mais bon, globalement, ça, c'est un truc. Après, les erreurs. Les erreurs, c'est un jour avec Tanguy, justement, en 92-93, ça allait tellement bien qu'on s'est dit, nous, on va faire Snowboarding Club Nathalie Simon à Val d'Isère. Bon, puisqu'on fait Windsurfing Club et que ça marche bien, donc on achète, des snowboards, des machins, on loue un local et tout ça, puis on se dit: «Bah, pas de raison», puisqu'ils vont à Cabaret, l'été, bon, sauf qu'on n'a pas fait de clients, quoi. Donc là, on s'est dit: «Bon, faut arrêter de penser que, juste parce que, tu vois, t'as ton ego qui commence à déborder un peu, et tu te dis: Bon, en fait, tout ce qu'on touche, ça va marcher, quoi». Bah non, et pourquoi ça fait pas de clients? Pas assez corps, enfin ils êtes pas reconnus, parce qu'on est rien, en fait. On sait même pas ce que c'est que le snowboard, en fait. Enfin, quelque part, tu beau être passionné un peu, tu connais pas les ressorts du marché, le pourquoi le client va te faire confiance, et pourquoi il ira à Val d'Isère avec toi alors qu'il se débrouille très bien sans toi depuis des années. Enfin, tu sais, donc c'est là où des fois on fait des conneries comme ça. Bon, juste avant à IWS, quand IWS, avant que je fasse Sportaway, moi j'ai un copain qui à ce moment-là est spécialisé sur le Brésil, et donc on est en 90, hein, et il me dit, putain, moi je vais monter un vol charter qui va faire Paris-Fortaleza, parce que c'est un aéroport militaire en 90, Fortaleza. J'ai obtenu du gouvernement brésilien que l'aéroport, je pourrais y poser un vol international. Ils feront venir les douaniers, ils ouvriront une douane, etc. Et j'ai un hôtelier qui a monté un hôtel à Combuco, etc. Et alors tu devrais aller voir, parce qu'il y a du vent. 90. Bon, je me dis: «OK», je prends l'avion, la tape, récif, je remonte, etc. Parce qu'à l'époque, tu peux pas aller à Fortaleza en direct avec ma planche à voile, et puis j'arrive là-bas et je vois des jangada partout là, sur l'eau, et puis, aucune planche à voile, parce que là-bas, c'est un pays de surfeurs, mais il y a pas de planche à voile. Ça existe pas, ça a pas été importé. Donc, je vais sur l'eau avec la Fanatic Rat, à l'époque, là, c'est une planche de slalom et tout. Je me dis: «Bon, c'est super ici, tout ça». Puis bon, statistiques, bon, pas Google, pas Windy, pas machin. Donc aéroport, je vais voir les militaires, je leur dis: «Vous avez pas les statistiques de vent?» Parce qu'en général, c'est les aéroports qui sont assez bons pour ça, et ils sont assez sympas, les mecs. Bon, et là, ouais, le mec, il me gratte un truc, en portugais, puis il me dit: «Voilà, grosso modo, les stats sont à recopier le machin». Puis je rentre à Paris, je vais voir, la librairie, dans le 5e, là, qui vend les pilotes charts américains. C'est des grands trucs, qui font 1 mètre de large, et t'as janvier, février, mars, et t'achètes la région du monde que tu veux voir, et il y a la statistique par 1000 nautiques.
Donc tu sais exactement à peu près le vent. Oh, je me dis là, c'est quand même 80% de vent et tout. On va faire un club. Donc on monte un club, on envoie les planches là-bas. Enfin bon, il y a personne connaît. Hein. On emmène le copain de Planche Mag, il fait 6 pages dessus, Kombuko, de Brésil, le machin et tout, nickel. On inaugure le club. Le lendemain, guerre du Golfe. Et là, bon bah, le copain qui avait le charter me dit, bah moi, le charter avait fait un aller. Hein. Il revient. Il dit, bon, moi, j'arrête le charter parce que tout s'effondre, hein, guerre du Golfe numéro 1. Il n'y a plus de tourisme pendant 2 mois sur la planète. Plus personne prend l'avion. Donc, le club reste là-bas. On l'a inauguré. On rentre à la maison. Et là, bon, la mauvaise parce qu'on n'a plus d'argent. On avait mis tout ce qu'on avait gagné à Lanzarote. Bon, voilà. Bon, mais ça, c'est pas de ta faute. Mais ça t'apprend que quand tu fais les choses sans fonds propres, bah, c'est la faillite. Alors attends, c'est passionnant, j'adore. L'histoire, elle est géniale. C'est quoi le business aujourd'hui? Où est-ce que aujourd'hui Ion Club, où est-ce que vous en êtes? Donc en gros, en 2009, pour faire court, pour terminer avec cette partie historique, dans lequel en fait, on se dit, on a découvert. Ce qui a été passionnant vraiment, c'est découvrir des spots. On va pas dire qu'on n'était pas les premiers à marcher sur la Lune, hein, au Cap-Vert. Il y avait toujours eu quelqu'un, plus ou moins avant nous, mais pour monter, sécuriser un spot, obtenir quelque part faire le travail des pisteurs. Tu vois, imagine, voilà, au-dessus de chez toi, t'as une montagne, et nous, notre boulot, c'était de faire le SF, le loueur de ski, le pisteur, tout. Et de convaincre les autorités, en gros, que il fallait nous faire confiance, on allait amener des gens là, etc. Ça a été génial. Et les équipes, c'était toujours un peu pionnier, donc c'était toujours une aventure incroyable. Et les jeunes garçons, les jeunes filles qui ont fait ça avec nous, ils étaient contents de partir comme moi. On m'avait dit un jour, tiens, là les clés, je reviens en septembre, tu t'occupes du club en Tunisie, quoi. Parce que c'était ça le truc, c'est faire confiance et dire à quelqu'un, tu le recrutes sur une attitude que tu sens. Et il y a plein de gens qui ont bossé avec nous, qui ont monté des boîtes, etc. Et puis qui nous ont dit avec Tanguy, c'est incroyable, vous nous faisiez confiance. Mais t'avais pas le choix. T'envoies quelqu'un à 6000 km ou à 3000 km de chez toi. Si déjà t'es pas dans la confiance, c'est même pas la peine, il se passera rien. Donc ça, je clôture 2010. Tanguy me dit, moi, j'ai 50 ans, je veux faire du trail, je veux faire de la course, je veux faire du machin, je peux plus, 120 salariés, etc., etc., j'ai envie de faire autre chose. Bon. Tu perds ton associé, en gros. Mais en même temps, moi, j'avais 44 ans, je me disais, bon, ouais, je comprends en même temps, tu vois, t'as bien, et puis là, on a une opportunité. Moi, je reste dans la boîte. Je m'associe avec un fonds d'investissement qui est la famille qui détient Decathlon, Michel Leclerc. Et je vais continuer avec lui, qui lui prend sa retraite de Decathlon. Il a 70 ans à ce moment-là. Et lui, il a envie d'aider des entrepreneurs dans des métiers un peu connexes à Decathlon, sans toucher évidemment à ce que fait Decathlon. Donc on va travailler 7 ans ensemble, ça va être fantastique. Lui veut internationaliser, alors on va aller en Chine, on va monter une boîte en Chine, enfin on va faire plein de trucs. Pas toujours avec beaucoup de réussite d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et puis il va partir finalement à la retraite. Moi je vais finalement quitter le groupe. Le groupe va être un petit peu alors comment je pourrais dire, pas disloqués, mais en fait ils vont vraiment regarder, Tourisport n'existe plus et c'est les marques qui existent vraiment. Donc Club Aventure qui devient une marque plus internationale, YouOnes, etc., etc. Un pôle plongée avec dunes, des bateaux un peu partout sur la planète puisqu'on a développé un peu partout le truc. Bon voilà, en 2016 je vais m'en aller et là je vais aller voir, on va se revoir avec mon ex-concurrente de l'époque, Yola, avec qui je suis associé aujourd'hui. Et Yola, donc, c'est la fondatrice. Pourquoi tu pars en 2016? Pourquoi? Michel s'en va. Lui, il a 76 ans, je crois, si je me trompe pas. Julien, son plus jeune fils, reprend la holding familiale. Donc, il y a une succession un peu familiale. Julien est aujourd'hui, d'ailleurs, le président de Decathlon. Hein. Bon voilà, les choses vont changer, c'est un autre moment. Fin de l'histoire. Voilà, fin de l'histoire, voilà. Et puis moi, tous les patrons que j'avais chez Tourisport sont là, ils dirigent tous les boîtes. Bon,
globalement, j'ai un rôle un peu de président à ce moment-là. Bon, bref, moi j'aime bien quand même être aussi dans les choses. Bon, bref. En tout cas, Mais là, c'est quand même un moment où t'arrives à revendre tes parts. oui, alors Enfin, j'avais cédé une partie déjà en 2009, pas tout parce que c'était important de rester associé. Moi, je voulais avoir ce risque avec Michel, même si lui, bon, évidemment, c'était ses pas le même risque moyens. pour lui. Non, mais voilà, mais c'est quelqu'un. Alors, beaucoup appris de cette personne. Je peux en parler longtemps, mais j'ai pas trop envie de parler de lui. Il est très discret, il aime pas ça. Mais en tout cas, c'était un moment exceptionnel aussi d'être à côté de quelqu'un qui a un autre moment de sa vie, qui a quand même géré une boîte Decathlon, enfin qui a monté, pardon, une boîte Decathlon en partant à 40 et en finissant à 100 000. Hein. Enfin, quand il part. Aujourd'hui, ça continue. Hein. C'est un magasin tous les 3 jours dans le monde qui s'ouvre. Enfin, c'est quand même une machine incroyable. Et moi, j'ai cette chance à ce moment-là d'être avec lui presque tous les jours. Donc, voilà. Fin de l'histoire en 2016. Julien reprend. Il va restructurer tout ça. Là, il est nommé depuis l'année dernière patron monde. Et Julien va revenir avec nous chez Ion, mais j'en reparlerai après. Et donc, moi, je vais partir. On va se remettre ensemble avec Yola. Yola est un peu plus âgé que moi. Alors, Yola, il faudrait qu'un jour tu la reçois. Parce que c'est 10 ans avant moi. Donc là, elle, c'est vraiment, elle connaît tout de la planche du début, de ceux qui les ont inventés, de ceux qui ont fait la marque Mistral, etc., etc. Et Yola, qui est donc un petit peu plus âgée, elle est toute seule. Elle gère toujours les clubs Mistral. La marque Mistral qui les a fondés lui a vendu dans les années 90. Et elle va gérer quand même les clubs Mistral pendant jusqu'à aujourd'hui, toujours, qui vont devenir Ion Club parce qu'il y a un changement de marque, mais globalement c'est toujours la même entreprise. Donc, et elle n'est pas tour opérateur, elle gère des clubs. Elle bouge pas, elle gère des clubs sur la planète entière, le marché allemand, le marché français, elle internationalise la boîte, etc., etc. Et donc en 2016, je voulais devenir son associé. Elle a un peu envie aussi que quelqu'un s'occupe au quotidien. Moi, j'ai envie de me remettre les mains dans l'histoire du début. Et donc du coup, aujourd'hui, je m'occupe de la boîte qui a changé de nom juste avant que j'arrive et qui est devenue Ion Club en 2015 quand Mistral disparaît. En fait, la marque disparaît, donc il faut un autre nom. Et comme on est à ce moment-là, nous très proche du groupe Boards & More, qui a du Houghton, Fanatic, Ion. North à l'époque. Ça, c'est le groupe Boards & More. Ion, il est décidé à ce moment-là que, puisque la marque Mistral n'existe plus, Ion, ce nom va nous être licencié, on va être licencié à nouveau sous la marque Ion Club. Ok. Ah, donc tu payes un fee à Boards & More pour utiliser Ion Club, mais c'est pas le même groupe. Ah non, pas du tout. Il n'y a pas d'action entre nous, mais il y a 40 ans d'histoire. Parce que Boards & More telle qu'elle est aujourd'hui, je vais pas dire que c'est le Mistral des années 85, les actionnaires sont pas du tout les mêmes, etc. Mais c'est quand même toute la lignée de l'histoire allemande, de F2, de Fanatic, de Highfly, voilà. Tout s'est passé dans cette vallée. C'est rigolo de se dire, Sud-Dominique. je vais acheter, je vais me licencier Ion parce que du coup tu payes pour avoir le nom. Ou aussi je me dis dans un contexte où, ouais, on en a déjà parlé ici, mais il y a la marque North qui a perdu le licensing du nom. Donc tu pourrais te dire finalement je paye, en même temps je me mets en risque si demain ils veulent me récupérer. Pourquoi vous faites le choix de... Alors, ça c'est un grand débat un grand débat qui serait long à avoir aujourd'hui. Mais en grosso modo, de toute façon, soit tu penses que ça va plus te rapporter quelque part d'avoir une licence comme je sais pas moi, un mec qui sait bien faire les lunettes et qui va voir Prada et qui lui dit est-ce que je peux faire tes lunettes, parce que c'est un peu ça. Les marques ne veulent pas faire de club. Elles veulent bien mettre des drapeaux sur les plages, elles veulent pas être propriétaires des clubs. Donc elles ont le choix de monter des franchises, mais bon, être franchiseur, c'est un métier. Elles ont le choix de labelliser comme ça vite fait, et elles ont aussi le choix de faire des deals avec des gens comme nous, et c'est surtout, en fait, c'est historique et c'est une question de personne. Yola a fait ça depuis 40 ans. Avec Mistral, ça a toujours été super. Et puis avec Boards & More, on se connaît depuis 30 ans, donc on continue. En fait, la question, quelque part, se pose pas, mais tu as raison, la marque ne nous appartient pas. Mais on a aussi de l'intérêt en échange, parce que globalement, on est les seuls à gérer Ion Club.
il n'y a pas d'autre Ion Club que nous. C'est nous qui gérons et on fait ce qu'on veut avec Ion Club. Bon, sous réserve de certains guidelines, mais globalement, il y a pas quelqu'un qui va monter un autre Ion Club dans le monde et Ion va dire ouais, je suis d'accord aussi. Il y a Donc, combien de clubs aujourd'hui, c'est Ion? 14. 14 clubs dans le monde. Hein, Ouais. C'est kite, C'est les 3 sports. windsurf et wing. wing. C'est quoi le chiffre d'affaires? C'est quoi le nombre de clients à peu près? Globalement, c'est un petit peu moins de 30 clients par an. 30 000 clients par an. 30 000 clients par an. Donc un client chez nous, globalement, il peut venir parce qu'il nous a croisés sur la plage pour 1 heure, ou il peut passer chez nous 15 jours. Donc on a vraiment sur les 30 000 clients des clients je dirais à l'heure. On a des paniers à 30 € comme à Voilà, plusieurs milliers d'euros. 30, on doit pas boire beaucoup parce qu'1 heure ça coûte cher, mais enfin ça coûte cher. Ça disons un jour c'est 50 € quoi. Mais on a plutôt une moyenne de clients qui dépensent, on va dire entre 200 et 300 € chez nous. Donc quand on voit qu'un stage de kite de à peu près c'est 600 € quand on fait une semaine, je parle, et qu'une location c'est à peu près 300 €. Bon, il y a des gens qui restent 3 jours et puis il y a des gens qui restent 15 quoi. C'est quoi du coup là les grandes tendances du marché? Alors est-ce que les clubs ça continue de tourner? Vous êtes content de la Donc fréquentation? nous on est le dernier. Alors nous on est en progression depuis 40 ans. Alors, la courbe elle est on a encore progressé l'année dernière. Les genres de 10%? Bah, tant qu'on n'ouvre pas de club, c'est plutôt du 3-4%. Okay. Et si on ouvre des nouvelles destinations, bon, évidemment, là, on peut faire un plus 15, mais à périmètre constant, ça monte. Après, et c'est un effet volume, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de monde, c'est pas juste un effet prix. Nous, on augmente les prix, ça Okay. fait globalement à peu près de l'inflation. Faut savoir que le marché fait ses prix en fonction de nous. On sort nos prix le 1er juillet pour l'année suivante et tout le monde s'aligne. Donc, globalement, c'est normal. C'est pas, je dis pas ça du tout de façon prétentieuse. C'est juste que nous, on est obligé de s'organiser comme ça. Et puis on est challengé sur le prix, évidemment. Il y a des gens volontairement il y a des clubs qui se mettent volontairement plus cher que nous parce qu'ils ont une offre plus premium. Ça, il y a quelques clubs plus premium. Mais après, on est dans je veux dire, la pratique sportive ou la location, etc. Si tu fais bien ton métier, globalement, il y a plein de gens qui peuvent pas acheter du matériel pour des tas de raisons. Il y a d'autres personnes qui sont des voyageurs et qui vont pouvoir faire comme au ski, tout ça, 2 semaines par an. Et globalement, l'outdoor, le water sport, ça va bien. Et alors, la chance extraordinaire, c'est qu'on nous invente un sport tous les 20 ans. Voilà, alors là en ce moment c'est plutôt tous les 5 ans là. Oui, mais parce que je parle y a aussi de sport majeur. Le foil, le para-wing. Ouais. Oui, mais c'est pour moi ça c'est les cousins. Mais c'est vrai que la planche à voile, en 2000 le kite et en 2020 le wing. Enfin moi quand je monte sur ma planche de wing en 2020 là pendant le Covid, au début je les regarde un peu passer en riant quoi comme toujours puisqu'on est de la génération des kiteurs, puis avant on était la génération des planchistes, on regardait les kiteurs tomber, on riait un peu nous les planchistes, puis finalement on fait du kite, on a trouvé ça plutôt sympa, puis du kite foil c'est vachement sympa, puis finalement le wing arrive, puis là on se dit mince, on retrouve toute notre énergie et puis surtout les gamins sur l'eau. Moi, j'habite à la Pointe-Rouge à Marseille. C'est un super spot de windsurf. J'aurais pu prendre une photo en 2019 et une photo hier. Les planches n'ont pas disparu, parce qu'il y a toujours une communauté de windsurfers, mais c'est quand même 80% de wing. Et des jeunes. Donc c'est fantastique. Donc nous, en tant que club, on est régénéré à chaque fois par ça. Et ça c'est quand même très très positif. Avec une particularité sur les clubs, c'est que un des gros avantages qu'avait la planche à voile par rapport au kite à l'époque. Alors le kite, ce qui est pas mal, c'est que tu es obligé de donner des cours. Oui. Mais les cours sont difficiles à donner parce que c'est dangereux, Ouais. le matériel s'abîme, tu peux pas avoir beaucoup d'élèves par prof, faut que les profs du coup soient très formés, comme c'est très dangereux. Mais un des avantages, c'est que le matériel se transporte assez facilement. Donc les gens qui savent en faire, ils se ramènent avec leur petit twin tip, leur petit machin. Oui. Alors que la planche à voile, même si c'était très bon, c'était tellement galère d'emmener son matos que tu avais envie de louer. Et moi, ça m'a fait rire parce que j'ai mon partenaire grec
que je suis allé voir en 2000, mon ancien partenaire grec que je suis allé voir en 2020 avec une planche de wing gonflable. Alors il m'a vu gonfler mon truc, il était alors dégoûté parce qu'il m'a dit: «Ah non mais c'est pas possible, je pensais que sur le wing on allait pouvoir refaire comme sur la planche à voile, c'est quoi ce truc gonflable là?» Parce qu'ils vont tous se pointer avec un truc gonflable. C'est quoi un peu les grandes différences de marché? Ce que je te dis, c'est pertinent? Comment t'adresses? C'est parce que c'est pas les mêmes marchés. Oui, c'est pas alors, il y a quand même alors ce qui est bon, nous, on a toujours la communauté windsurfer parce qu'on est le dernier réseau moi j'ai encore des clubs, Carpathos, où on met 100 personnes sur l'eau en même temps. On a Fuerteventura, qui est encore Risco del Paso, un des plus grands spots de windsurf dans le monde. Tarifa, maintenant c'est un tiers chez nous, un tiers winger, un tiers. Donc le windsurfer chez nous, c'est un client rental, comme on dit. Hein, nous, on a une gamme de produits qui est assez simple: rental, storage et court. Sur la planche à voile, on est des loueurs. On est loueurs comme un loueur de Ouais, OK. Sur le kite, on est le SF. On donne des cours. On est une école de kite. On loue peu de kites. On en loue, mais c'est pas ça le modèle économique. Comme tu l'as dit, c'est un sport qui s'apprend, qui est dangereux, hein, donc qui est dangereux. Il s'est amélioré dans son danger, mais on ne risque pas la même chose faire du kite quand on débute que quand on débute avec un moniteur, tout va bien, mais que si on débutait tout seul, hein, il faut que je mette les précautions parce que c'est ça que je voulais dire. Tu peux très bien dire demain, tiens, je vais apprendre la planche à voile à ma fille. Bon, le risque, elle va tomber, elle va se faire mal, mais bon, en kite, ça peut être très très grave si t'es pas moniteur de kite. Donc le kite a cette particularité, c'est que personne n'imagine faire cette activité et l'apprendre tout seul. Donc évidemment, comme la plongée sous-marine, tu vas pas partir avec tes bouteilles et puis te dire je vais sous l'eau, etc. Donc c'est très très encadré. Donc ça fait de nous Le SF. le SF. Et le wing? Et le wing, c'est pareil, parce que c'est jeune. Parce que tu reprends la planche à voile au tout début, on était le SF de la planche à voile. Mais après, on est devenu, pour des raisons de praticité et d'investissement aussi pour pas mal de clients, le fait que tu puisses pas la transporter facilement, qu'elle soit lourde, etc., ça a remis en question la logique effectivement d'avoir son propre matériel, puisque c'était cher. Donc globalement, le modèle économique de la wing, pour l'instant, c'est un peu du 50-50. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté, donc il y a beaucoup de gens qui veulent voyager avec leur matériel, mais on voit aussi que maintenant, continuer à investir dans son matériel, et quand le gars il arrive avec sa planche qui a 3 ans, il n'a pas le bon foil du jour, il n'a pas la bonne voile, etc. Tu veux mettre tout ça dans un avion pour arriver aux Canaries. C'est 150 € aller, 150 € coûter retour. cher. Ouais. Donc moi je dis toujours, on doit pas créer un business en étant une excuse à un problème. C'est-à-dire que c'est pas parce que on peut pas transporter son matériel que du coup nous on existe. On doit exister pour plein d'autres raisons. Storage, etc. Puis tu peux louer à la limite qu'une aile dans la journée. T'es pas obligé de louer tout le matériel non plus. On doit être assez flexible là-dessus. Donc voilà. Donc on est le SF, on est un loueur et on est un gardiennage et on est la sécurité. Moi, quand j'ai vu là un peu les cours de wing démarrer, et j'ai eu cet échange avec un propriétaire d'une école de kite qui s'était mis au wing, j'ai dit non mais attends, on aurait eu ça là, les cours de kite, quel enfer, Ouais. avec justement les kites, les lignes, le danger, obligé de brailler dans l'eau, enfin sur la plage, attention, on relâche la barre et tout ça. Le wing c'est tranquille à côté. Moi, honnêtement, j'aurais une école de kite, j'arrêterais de m'embêter à donner des cours de kite. Hein. Je switch full wing, quoi. C'est quoi ton analyse là-dessus? Alors, bon là, je suis pas forcément le meilleur pédagogue de la terre, mais bon, j'ai pas mal enseigné quand même. J'ai essayé d'enseigner le wing, et notamment à mes moniteurs, parce que dans la première, on va dire, les premières années juste après le Covid, on a pris des planches, on est allé dans chacun des clubs, et il fallait convertir nos équipes. Parce que, bon, nos équipes, elles sont adorables, mais comme tout le monde, la résistance au changement de temps en temps, hein, moi je fais de la planche à voile, je fais du machin, putain, je vais pas en plus faire de la wing. Et puis surtout, quand t'es à l'étranger comme ça, loin, tu n'as pas la vision du marché émetteur, parce que tu vis pas à la Pointe-Rouge ou à À la Baule. Perros-Guirec ou à la Baule, et tu vois pas forcément tout à fait ce qui est en train de se passer.
hein, c'est le paradoxe. À Tarifa, oui, parce que Tarifa, il y a des locaux et les locaux, comme à l'Almanar, ils génèrent tout de suite le truc. Alors pour en revenir au cours, en fait, les moniteurs savaient pas. Personne savait. Personne savait enseigner, personne n'avait de niveau, personne savait JB, personne ne comprenait rien à la wing. Donc t'as beau être moniteur, t'es moniteur de quoi en fait? Là, tu recommences quelque part la pédagogie. Alors bien sûr les copains qui ont des VDWS, IKO, machin, etc. Ils ont tout de suite monté des formations, des machins. Mais si on est tous honnêtes, globalement tout le monde découvrait comment ramener derrière un bateau de sécurité une planche avec un foil. Donc ça nous a amené quand même à tout redécouvrir. Donc aujourd'hui, je dirais pas que c'est plus simple. Je pense que la wing, d'abord, un moniteur, s'il veut vraiment y arriver, il peut pas, comme en planche à voile, avoir six personnes les 4 premières heures. Là où, ce que je voulais dire sur c'est plus facile le wing, pour moi, c'est que par rapport au kite, tu peux avoir un moniteur pour plus d'élèves. Quand il n'y a pas de vent, tu peux faire du bateau avec le foil. Moi, quand j'avais pas de vent sur mes cours de kite, des fois, j'ai des gens, ils étaient là 3 jours. Bon, on t'apprend à mettre les lignes, le petit dessin sur la plage. Bon, ça te tirait 1h30, mais des fois, tu pouvais pas bosser, quoi. Alors que là, la wing, tu fais le bateau. Il y a pas beaucoup de vent, c'est pas grave. Tu mets les mecs sur un stand-up paddle, boum. La deuxième journée, elle est validée. Voilà, quoi. Enfin, moi, j'aurais des élèves en wing, je suis sûr de valider mes 3 jours de stage. En kite, quand j'avais un groupe, avec ma petite école, je priais pour qu'il y ait du vent et pouvoir... Oui, sur ce point de vue-là, c'est vrai, mais n'oublions pas. On est quand même sur quand on regarde nos statistiques, hein, globalement, on arrive à enseigner. On est quand même sur des spots, hein, globalement. Ouais. Il y a du vent, mais en tout cas, on peut pas avoir plus de, je dirais, de 2 personnes. Bon, je sais qu'il y a d'autres organisations que nous, je les citerai pas, qui en ont 4 ou 5 en même temps. Sur la première heure de cours de wing, puisqu'il n'y a pas le foil, oui, tu peux avoir 3-4 personnes sur l'eau en même temps à surveiller si le plan d'eau est assez sécurisé et tout le monde dérive pas. Parce que en planche à voile, on le fait beaucoup et ça marche à peu près. Mais dès la 2e, 3e heure, 4e heure, tu peux plus faire ça en wing. Tu es obligé d'avoir au maximum de personnes parce que tout de suite ça dérive, ça part dans tous les sens, ton moniteur est plus opérationnel, finalement il donne plus de cours. Et nous on est sur un principe d'enseignement à la session, c'est-à-dire qu'on garde des gens 2 heures sur l'eau, pas plus, mais on fait que quasiment. Hein. Le groupe par exemple n'existe pas, c'est private, semi-private. Parce qu'on considère que oui, les gens nous disent des fois vous êtes plus cher. Certes, mais quand tu as que 2 personnes par moniteur, tu as, à un moment donné, un résultat, une progression qui va beaucoup plus vite. Donc, de toute façon, l'heure de cours, elle a un coût. Bon, donc ce que tu me dis, c'est que vous allez continuer à faire des cours de kite chez Ion Club, quoi. Ah ben ça, c'est clair. Et puis aujourd'hui, bon, le windsurf, donc je te disais, on est le dernier réseau, on est encore à 30% de notre chiffre d'affaires des 14 clubs confondus en windsurf. La wing, après 4 ans, là maintenant, on dépasse les 20, 25, il y a des clubs à 50% de chiffre d'affaires en wing, hein, c'est par rapport à d'autres, mais ça dépend du spot, énormément. Et t'as encore un tiers de ton business, là, cette année, c'est du kite. Non, de la planche. Et oui, mais je disais, et le kite, du coup. Parce que le kite, c'était, en gros, quand la wing n'existait pas, on était à 55, 45, 60, 40. 40 pour la planche à voile. Aujourd'hui, le wing fait son petit, hein, prend des parts de marché au reste, chez nous, et quand même arrivé à presque 25% au total. Donc, ça veut dire que sur certains clubs, il est déjà dominant. Au Cap-Vert, par exemple, cette année, il est passé dominant sur la planche à voile. Et j'ai des clubs comme Maurice ou comme Tarifa qui restent avec les 3 activités et les 3 clientèles et globalement avec un volume qui se tient. Mais j'ai pas un effondrement de la planche à voile. Je pense que le kite a perdu un petit peu. Et d'ailleurs les fabricants, je pense, j'ai pas leurs chiffres, mais je pense que les fabricants. Oui, bah c'est ce qu'on dit là depuis. Et c'est normal. Depuis 12 mois. Voilà. Dans l'instant du démarrage. Est-ce que ce qu'on dit aussi, donc la baisse du kite, on a l'impression qu'il y a un petit retour de hype sur la planche à voile, c'est-à-dire que le wing remet aussi des gens sur l'eau qui disent la wing, le foil, machin, mais en fait il y a aussi la planche à voile. Est-ce que tu le vois toi?
Ou c'est juste une impression? Bah, je pense qu'il y a d'abord la planche, elle a presque 50 ans. Elle a énormément de gens qui ont appris jeunes, comme comme moi, j'ai envie de dire, et qui sont encore des potentiels pratiquants. Donc il y a une réserve énorme en planche. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la planche et qui continuent à en faire, comme il y a des gens qui aiment le dériveur et qui continuent à en faire. Donc ces gens-là, il y en a beaucoup des pratiquants qui sont mis à la wing, qui n'ont pas d'ailleurs forcément beaucoup aimé, parce que pour des raisons diverses et variées, hein. Je veux dire, quand on recommence un sport comme la wing, même si on est un bon planchiste, en planche, on se souvient que ça a pris du temps pour faire son jibe. En wing, on sait que ça prend du temps pour faire son jibe aussi. Et donc, du coup, des fois, il y a un petit peu une déception, c'est-à-dire se dire bon bah pourquoi je recommencerai à zéro, etc., etc. Je sais pas s'il y a un retour. Franchement, Et sur les jeunes, est-ce que tu les jeunes, c'est la wing. les enfants? Moi, mes enfants, je les avais tous mis au kite. Ils ont plutôt entre 16 et 30 ans, mes enfants, j'en ai 4, c'est tous des kiteurs. Et les 2 plus jeunes, je les ai mis à la wing, mais comme ils sont bons kiteurs, tu vois, ils ont du mal à se dire: Ouais. «Ah, je vais recommencer». Alors bon, D'accord, mais dans les clubs, tu arrives à avoir des enfants? ouais. Ouais? Et ils font quoi du coup? Un môme de 10 ans, il se pointe au club, il fait quoi? Bah, l'idéal, c'est que s'il y a des planches à voile, nous, on va conseiller OK. à 10 ans, on va conseiller de faire de la planche à voile parce que c'est ludique, c'est l'optimiste un peu, c'est facile. Une petite planche, une petite voile, une planche, c'est stable. Le gamin, enfin, moi, j'ai mes souvenirs de planche, on s'éclate. Les premiers bords, on n'a pas besoin d'avoir, bon. Mais il y a aussi des gamins qui ont des parents très, très surfeurs, très kiteurs, très tout ça, et qui, dès 8 ans, veulent faire de la wing, et certains même, plus jeunes même, volent déjà. Quel conseil tu donnerais toi aujourd'hui, quelqu'un qui te dit: Je voudrais, moi mon rêve c'est, je veux monter un club, être sur la plage, donner des cours», voilà. Quel conseil tu donnes? Alors, Est-ce que c'est possible encore? Et oui. quel conseil tu donnes? À chaque fois que quelqu'un m'envoie un email ou me téléphone, ou que c'est, par relation, et cetera, et me dit, «J'ai envie de faire ça», je le reçois. Alors je pourrais pas recevoir tout le monde, évidemment tout le temps, mais bon, je peux pas dans les médias tous les jours, mais nous, notre travail, ça fait aussi partie de notre travail que de dire, et d'expliquer ce qu'on fait. Moi, je vois pas la concurrence en me disant: «Je vais me cacher, s'il veut, je vais pas lui donner les tuyaux», et cetera, et cetera. J'ai des gens qui viennent nous voir et qui nous disent: «Je rêve de monter un éco-lodge». À Darla, par exemple, on n'a pas parlé de ça, mais on était les premiers à aller à Darla Export Away en 2004, à inviter, les journalistes, la presse, et cetera. Il y avait qu'un camp de tente, et il y a eu des éco-lodges, on a participé, tu es allé chez Océan Vagabond, tu connais cette réussite de Sébastien, notre associé, dans lequel on est associé avec lui, et cetera. Il y a plein de gens qui veulent faire des projets, et nous, on est tout à fait open à donner 2-3 conseils, et on est aussi open à aider, parce qu'on a besoin de ressources humaines, nous aussi. On a des projets et on a besoin de jeunes pour partir. Enfin, quand je dis des jeunes, enfin, on n'est pas non plus c'est des jeunes ou des gens plus matures, peu importe. Moi, j'ai pas mal de gens qui nous contactent et qui nous disent: «Moi, ça fait 20 ans que je fais ça, j'ai envie de changer, c'est quoi le tourisme?» Bon, bah, on en discute, et on peut trouver parfois, des convergences. Alors parce que, quelqu'un veut monter un club, et bon, nous, on est associés dans les clubs locaux parfois. C'est-à-dire que notre structure, c'est d'abord une holding, on va dire, qui a des sociétés locales. Et ces sociétés locales, même si on en possède beaucoup, il y en a quand même aussi, beaucoup qui sont associés avec des locaux. Donc moi, j'ai envie de dire, c'est un métier, passionnant, apprenant, et qui est très apprenant pour quelqu'un, qui a envie d'être responsable de tout. Tu te lèves le matin, tu te couches le soir, tu as ouvert ton rideau, tu as eu des clients, tu as fait du marketing, tu as fait de la compta, tu sais ce que c'est qu'une petite entreprise voilà, un club, ça fait entre 250 000 € et 1,5 million de chiffre d'affaires. Donc il y en a des gros, hein, donc on peut faire des gros clubs. Puis après, il y a les petits éco-lodges. Un petit éco-lodge de 20 chambres jusqu'à, on va dire, 45 chambres, ça fait entre 1 million et 3 millions de chiffre d'affaires. C'est plus conséquent En investissement. en investissement, mais bon, il y a aussi des personnes qui ont les moyens ou qui ont des apports, qui peuvent trouver, et cetera, et cetera. Nous, notre savoir-faire avec Yola, mon associé, c'est on connaît bien les problématiques des pays. Parce que souvent, tu es dans ton pays, soit tu es allé en Grèce, tu es allé au Mexique,
qu'est-ce que tu connais bon, moi je suis pas un as du Mexique, mais j'ai eu un club au Mexique, on a de plongée, on a à Bali, etc. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui aussi dire, c'est on est là pour à la fois transmettre, hein, donc soit nos équipes deviennent nos associés, soit il y a des personnes qui veulent monter des clubs et discutons-en. Hein, je suis pas venu aujourd'hui pour chercher juste, mais il est temps de transmettre. Et moi, ce que je voudrais aussi dire à beaucoup de gens, c'est que aujourd'hui, ces métiers-là, ils vont pas se faire manger par l'intelligence artificielle. C'est des vrais beaux métiers parce que tu peux grandir dans un métier, je dirais, de passion au départ, et puis ensuite faire de l'hôtellerie avec, monter un restaurant, pourquoi pas. Il y a des belles réussites quand même. T'es allé au Cap-Vert un petit peu à Bien sûr, Salles. bien Quand sûr. tu regardes par exemple MeToo et Joe, ces deux Cap-Verdiens, nous quand on a commencé, ils étaient gamins sur la plage, bon voilà, ils savaient pas ce qu'était tout ça. Mathieu Lopez, qui est un ambassadeur chez nous et qui est un des grands champions du monde aussi, qui a ouvert un club au Cap-Vert. Il fait des photos pour nous, etc., etc. Et Mathieu me disait, bah moi, quand j'étais petit, j'ai appris le français dans le club Nathalie Simon du coin parce que je portais les planches à voile. Donc, je veux dire, on peut aussi. Alors ça, c'est pour le local, parce que nous, notre fierté aussi, c'est que on a commencé qu'avec des expatriés, et aujourd'hui, tous nos directeurs de club quasiment sont des locaux. Donc, on peut monter des choses dans le service, dans le tourisme, que ce soit dans la plongée, dans le trekking ou dans autre chose, avec des locaux, soi-même, en France. Enfin, il y a encore plein de choses à faire. Parce que on a souvent peur de ces activités, parce qu'elles sont plus manuelles quelque part, hein. Il faut être un moniteur, je veux dire, encore une fois, c'est pas l'intelligence artificielle qui va te... Ça, c'est les gens quand ils te partagent des projets et que t'explores un peu leurs craintes, c'est l'aspect manuel qui ressort. Il y a tout, je pense. On est dans un monde qui peut-être valorise pas assez ça. Par exemple, les Américains, quand on regarde un panier moyen, par exemple, de l'activité sportive d'un Américain, combien va payer un Américain pour faire un club une heure de plongée dans le monde, ou un Français, il y a une différence, pas du double, mais presque. C'est-à-dire qu'on valorise beaucoup l'enseignement en dehors dans d'autres pays. Et moi, je trouve que c'est des métiers passionnants. On regarde les moniteurs de ski, je pense qu'ils sont peut-être pas tous heureux, hein, mais ils font des carrières quelque part, et ensuite après ils peuvent aussi bifurquer, avoir des jobs de responsables sur autre chose, de l'hôtellerie par exemple. Je pense que l'hôtellerie est en train de changer aussi, les écologes, les petites structures, les surf houses, etc. Tout ce que les surfeurs ont fait dans les années, il y a qu'à aller à Bali pour voir les Australiens, ce qu'ils ont bâti en termes de surf depuis les années 60. Toutes ces surf houses, etc. C'est des business sympas. Donc c'est Moi, ce que encore j'ai beaucoup de choses à faire. de ma petite expérience et pour partage avec ceux qui écouteront tes conseils, moi c'est marrant, c'est que c'est vrai que c'est physique. Oui. Moi, j'ai été prof de kite, être sous le soleil sur la plage toute la journée. Je l'ai fait à 25, à 45. Il y a un petit challenge. Après, tu peux avoir des moniteurs. Voilà. Il y a un autre truc, moi, que ça m'a vraiment appris. Ça a été j'ai fait plein de métiers dans ma vie. Ça a été un des métiers en B2C, c'est-à-dire de parler à des consommateurs directs. Et ça, c'est particulier. Enfin, je pense qu'il faut aimer ça. Alors, il y a le côté hyper sympa. Quand t'es prof de kite et que quelqu'un tire ses bords, et moi j'ai des gens qui m'ont serré dans les bras, qui m'ont remercié, j'ai encore des gens qui me disent 20 ans plus tard, c'est Mathieu, c'est lui qui m'a appris à faire du kite. Enfin, et j'ai même oublié. Voilà, mais une espèce de reconnaissance éternelle par rapport à ça qui est génial. Et puis il y a aussi les gens pas sympas, les gens qui râlent. Il y a pas de vent. Non, il y a pas de vent. Et pourquoi il y a pas de vent? Voilà. Et ça, je pense que ça c'est hyper important d'aimer le contact, je pense. Ouais, mais je pense que, alors, il y a plusieurs profils. On va dire, si tu as 20 ans et que tu passes ton diplôme VDWS allemand ou ICAO, qui est quand même assez accessible, et que tu fais une saison, tu vas découvrir ça, et je dirais, c'est un peu le métier que tu pourrais découvrir en étant dans le rayon chez Decathlon aussi. Enfin, je prends cet exemple-là, parce que c'est une référence qui est connue de tous. Et puis après, il y a des entreprises de ce type-là qui vont être très apprenantes, parce que tu peux vite grimper. C'est-à-dire, tu peux vite finalement être responsable d'une petite business unit
dans lesquels tu vas apprendre ce que c'est que le chiffre d'affaires, la marge, le ceci, le cela. Et ça va très très vite. Et pour apprendre ça et savoir ça à 25 ans, il y a pas beaucoup d'endroits où tu peux l'apprendre. Et moi, je pense dans ces activités-là, tu peux l'apprendre très très vite. Et quand à 25 ans, tu sais ce que c'est un 1 et 1 plus 2, etc., etc., et que finalement, tu dois gérer des RH parce que tu as ton moniteur qui se lève pas le matin, et puis il faut lui dire que c'est pas bien, et que tu dois prendre toutes ces responsabilités-là, c'est très apprenant. Alors, tout le monde n'a pas envie d'être un patron. Tout le monde n'a pas envie de monter son business, mais en tout cas, je trouve que c'est un parcours qui est vachement intéressant et qui peut se faire en plus en complément d'études qu'on fait. Donc pour les jeunes, ça c'est bien. Pour des gens qui veulent investir et qui ont un peu plus d'argent et qui se disent je monterais bien un écologe, j'aurais bien un bateau de plongée parce qu'ils sont passionnés par exemple de ces activités-là, mais ils savent pas comment faire. Des fois c'est plus simple de se dire tiens, je vais peut-être m'associer avec une structure qui sait déjà le faire et je vais pas le faire tout seul. Parce qu'au moins déjà, les fournisseurs, les relations, les tours opérateurs, le machin, le marché, comment ça marche. Si tu dois tout faire dès le départ et tout découvrir. C'est quoi un peu l'investissement d'entrée pour Un club de... commencer à réfléchir à faire un truc avec Ion? Un petit truc. Oui, alors nous globalement, enfin ce que je peux dire, c'est combien ça coûte. Par exemple, là, on est en train de monter un nouveau club qui va ouvrir en avril à Darla. Bon, quand on est sur un projet comme ça, il y a l'investissement d'avant, qui est un peu du temps humain, parce qu'il faut trouver l'endroit, etc., etc. Et ça peut être plus ou moins long. Bon, donc quelque part, ça se mesure en billets d'avion et en temps humain. C'est pas encore beaucoup des actifs. Ensuite, si tu prends la décision d'ouvrir ton club, il va falloir que tu achètes au minimum 100 000, 200 000 euros de matériel. Une voiture, un bateau, un machin, un truc, etc. et construire une cabane. Je fais exprès de dire simplement une cabane. Un beau centre si tu as envie. Donc ça peut te coûter 100 000, comme ça peut te coûter 500. Ça dépend ce que tu fais comme cabane, ce que tu fais comme taille de club. Moi, je l'ai fait avec 30 000, c'était un peu juste. Voilà. Non mais, c'est pour dire, donc la variabilité va être... Bon, mais encore une fois, tu peux faire les choses step by step. Dans l'activité sportive, voilà. Et après, ça va être ta capacité à remplir tout de suite ou bien à devoir payer un peu du cash flow. Donc, tu vas peut-être pas pouvoir te payer tout de suite bien parce que tes moniteurs, eux, par contre, ils voudront être bien payés tout de suite. Et comme tu feras pas tout, tu auras bien des employés. Donc, je dirais que ça, on modélise un petit business plan chez nous et puis on y va, quoi. Le truc après, si tu fais un écolodge ou si tu fais ça, ça dépend beaucoup des destinations, évidemment. C'est pas le même prix que de le faire dans le désert à Darla, où il faut avoir de l'eau à 400 mètres sous la lagune, et tout ça, ça coûte un peu d'argent. Donc aujourd'hui, tu fais pas un petit hôtel de 50 chambres à Darla si t'as pas 4-5 millions. Bon, l'auditeur moyen de Mordu, il a entre 35 et 45 ans, il habite Paris, Bordeaux ou Lyon. C'est souvent un homme, mais ça peut être une femme. C'est quoi les bons plans s'il y en a qui veulent ouvrir un club, qui ont quelques économies devant eux, qui se disent tiens, allez, c'est le moment pour moi. Où est-ce qu'il y a des opportunités en ce moment d'après toi? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a toujours, comme dans tout marché aujourd'hui, un roulement. Il y a des clubs à reprendre aussi, parce que la reprise aussi, il faut pas la négliger. De temps en temps, c'est intéressant. Il y a des gens qui ont un peu envie qui sont prêts à passer la main tranquillement en France ou en Espagne, etc. Les grandes zones de pratique, c'est toute l'Espagne et les Canaries, le Maroc, là où il y a du vent. La Grèce est beaucoup plus saisonnière, donc juin, septembre. Voilà, et c'est un peu plus complexe d'avoir une activité parce que t'es globalement un peu serré sur 5 mois. Mais bon, l'Égypte, c'est un peu le Far West, il y en a qui y vont, mais c'est vrai que ça fait plus peur. Faut déjà être un peu aguerri. Pas parce que le pays est dangereux, mais parce que c'est un autre. Enfin, je parle pour les Français. Le Maroc est facile, pour les Allemands, le Maroc est compliqué. Mais en même temps, je dis pas allez-y tous monter des trucs, mais il y a beaucoup de Français qui sont associés avec des Marocains, des couples binationaux qui ont fait dans le surf beaucoup, des écolodges, des trucs comme ça, et chacun amène un peu son savoir-faire. Donc ça se fait pas mal. Et puis après, il faut oser aller plus loin. Et aller plus loin, c'est le Brésil. Beaucoup de gens ont acheté des maisons, font du Airbnb, montent des petits écolodges, etc., etc.
pour les water sports, c'est à peu près ça les zones. Parce que si tu commences à aller à Bali, ça veut dire que c'est plus les Européens tes clients. Australie. Ouais, t'es sur, c'est pour ça que nous, on est entre Maurice et les Caraïbes, parce que notre marché, c'est les Européens. On est mauvais sur les Américains, enfin, pas présents, et on n'est pas bon sur l'Asie non plus. Bon, en tout cas, voilà, si quelqu'un qui écoute a un projet ou a envie de partager, pas hésiter à dropper un petit mail, ils seront les bienvenus. Oui. Génial, j'ai une dernière question pour toi, elle est pas facile. C'est quoi ta destination préférée? Alors, moi, alors ça dépend de ce que je fais, mais bon, globalement, j'en ai deux où j'ai été le plus, et une qui est une destination de cœur qui est Lanzarote. Et Lanzarote, pour une raison qui est que bon, c'est pas parce que c'était mon premier club, et j'ai toujours mon ami d'enfance qui est là-bas et qui gère notre club historique dans lequel je suis plus associé, mais Laurent. Et c'était un super spot de planche à voile. Je dis c'était, ça l'est toujours, mais j'en fais plus. Et depuis que je fais de la wing. C'est Sotavento, c'est ça? Non, c'est Lanzarote, c'est Costa Teguise. Ah oui, c'est ça, Donc Costa en fait, Teguise. le long de cette île, il y a la houle qui passe, et à un moment donné, cette houle rencontre à 300 mètres de la côte une dalle de lave, et donc brutalement, elle se met à monter, la houle, et ça fabrique une super belle vague qui est pas du tout dangereuse parce qu'il y a du fond, et on peut descendre la vague pendant 500 mètres. Hein, c'est complètement Il s'appelle dingue. comment le spot? Las Cucharas, à Costa Teguise, Ok. Lanzarote. Et sinon, Cabaret. On n'a plus de club à Cabaret, mais Cabaret, c'est vraiment... Pareil pour la planche? Ouais, le kite, le wing, tout, le reef est exceptionnel. Enfin, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. C'est plutôt un spot d'été pour moi, alors que normalement l'hiver c'est bien meilleur en termes de vagues, mais le vent est plus aléatoire l'hiver. Et l'été, c'est un climat sec, donc il y a toujours sur le reef, parce que comme le vent est un peu puissant, il y a toujours des vagues, et en wing c'est génial, quoi. Bon, mais après il y a le Brésil, il y a... Ah ouais, non, mais c'est pour ça que c'est pas facile. L'île de Sal. Alors pour les wingfoilers, parce que moi qui refais quasiment plus que du wingfoil, je redécouvre les spots d'il y a 25 ans, et la pointe de l'île de Sal, par exemple, qui avait aussi pareil une belle houle qui descend. Donc c'est tout plat pendant 1 kilomètre, bon, des fois un petit peu déventé, mais enfin ça va. Et puis là on arrive avec la wing en pleine eau. Et là c'est génial, parce que la wing ça remonte tellement bien au vent qu'après c'est du surf pendant quelques minutes, quoi. C'est fantastique. Excellent. Bon, Xavier, on arrive au bout de cet épisode. Merci beaucoup, passionnant, et puis ça donne envie, quoi. Merci à Mordu. Merci pour le partage. J'avais envie de dire à la communauté que les voyages se portent bien, et que il faut que tout le monde n'hésite pas à entreprendre dans ce métier. Ah bah canon, un message que je peux que supporter. Salut, ciao. Merci. J'espère que cet épisode de Mordu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et pour nous soutenir, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous 5 étoiles. Ça nous aide vraiment à faire découvrir le podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur Insta, @mordulpodcast, pour les coulisses, les punchlines et les actus de la glisse et de l'outdoor. Et si vous avez des retours ou des idées d'invités, écrivez-nous directement. On adore échanger avec vous. Écouter des podcasts, c'est cool. Rider, c'est encore mieux. J'espère que la prochaine session est pour très bientôt. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mordu. Ciao.